Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous allez assister à ce qui est en fait le troisième événement organisé par la chaire de recherche politique, connaissance et santé. Des événements qui prennent la forme maintenant de bars scientifiques. On a beaucoup entendu parler ici de café scientifique, mais nous, on s'est dit que c'était plus le fun de faire un bar scientifique. Et on essaie d'organiser plus ou moins 2 fois par année des discussions publiques dans lesquelles on amène des discours plus ou moins académiques, des réflexions sur le système de santé dans des lieux publics et on essaie d'en faire un espace de discussion puis d'appropriation du savoir. Et c'est rendu possible grâce au financement de la chaire et c'est le moment où je dis merci aux IRSC de nous donner des sous pour faire des choses comme ça. Merci aussi beaucoup à nos 4 panélistes qui ont accepté de venir parler avec nous, qui ont accepté de parler déjà juste sur la thématique. Ça dénote une saine autonomie de jugement et de confiance en soi. Et je vous les présente rapidement. La façon dont on va fonctionner, c'est de brèves présentations. Donc, chacun des panélistes va faire une petite présentation sur la grande thématique de le droit de prendre la parole, la stupidité fonctionnelle et la réforme du système de santé, ou une autre thématique dont il a envie de parler. Ensuite, il va y avoir une période de discussion entre les panélistes et on ouvrira à des questions et des débats dans la salle. Voilà. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, Carole Tramp est présidente directrice générale de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux depuis 2003, avocate de formation depuis un certain temps. Des études en bioéthique, en administration et des mandats de gestion, entre autres celui d'implanter l'hôpital du 3e millénaire, rien de moins, qui était le Gardeur, pour ceux qui n'avaient pas deviné, juste à la description. Nathalie Stegdoucet, qui est infirmière de formation, qui a travaillé comme infirmière auprès des clientèles défavorisées à plusieurs endroits, qui est en train de terminer, qui va terminer, plus ou moins, une formation d'IPS à McGill et qui est une des cofondatrices d'un groupe qui s'appelle McGill Nurses for Healthy Policy et qui est un groupe dans lequel des infirmières essayent d'avoir une voix dans le système sur la réforme, l'innovation, le mieux. Isabelle Tétu, alors on la présente presque plus, figure emblématique de l'actualité québécoise, cofondatrice de la clinique SAPSA. Pour ceux qui auraient été sur une autre planète pendant les derniers mois, la clinique SAPSA, c'est une coopérative à Québec qui offre des soins primaires, principalement infirmiers, mais en travail interdisciplinaire, travail social, une prise en charge intégrée, et qui est en fait le milieu de soins préféré de Gaëtan Barrette ces derniers jours. Et Paul Lamarche qui a été mon professeur, maintenant professeur honoraire en administration de la santé, qui a tout fait dans la vie, a été sous-ministre adjoint au ministère de la Santé pendant de nombreuses années, qui a eu des fonctions à l'OMS, qui a été professeur à l'Université de Montréal d'innombrables étudiants. Et voilà. Donc, la parole va être à chacun des panélistes et on commence par Mme Tramp. À moi? Oui. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. D'abord, merci à Damien et à son équipe de m'avoir invité à participer à cette tribune. Je trouve que ça fait partie d'un mandat très important de l'association de prendre la parole en des lieux publics pour débattre des questions aussi fondamentales. Alors, 3 points peut-être pour résumer ma courte prestation. D'abord, qui sommes-nous? Pour bien que vous sachiez qui je représente. Ensuite, on a, au cours du mois d'avril, adressé un sondage à travers les dirigeants du réseau de la santé et je vous présenterai donc les résultats de ce sondage qui, en quelque sorte, donne l'état des lieux. Et finalement, peut-être un petit brin d'espoir sur qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, c'est l'AC4S, disons pour les fins de la discussion, ça ira plus vite comme ça, est une association qui existe depuis plus ou moins 60 ans et qui regroupe les dirigeants de niveau supérieur, c'est-à-dire les directeurs des ressources informationnelles, ressources humaines, soins infirmiers, etc., tous les directeurs. Et depuis en fait la loi 10, les survivants hors cadre, c'est-à-dire les directeurs généraux adjoints,
puisque l'association qui les représentait précédemment, l'Association des directeurs généraux, a dû fermer ses portes suite à la mise en place de la réforme. Donc, puisque les établissements sont passés de 134 à 32, 34, bien entendu, les directeurs généraux n'ont plus d'emploi. Quelques-uns survivent. Ils sont dans les CIS ou les CIUS. Ils sont à peu près 60 et 80. Et donc, ces gens-là sont maintenant hébergés chez nous, de sorte que nous représentons, si vous comprenez bien, la strate qui réfléchit au niveau stratégique. Bien entendu, secteur administratif, donc on était la cible du ministre Barrette, les gens à faire disparaître, ceux qui coûtent cher, ceux qui servent à rien, ceux qui n'ont pas la cote favorable de la population généralement, ceux qui sont méconnus, ceux qui sont là comme des simples fonctionnaires et qui n'ont rien à faire dans leur existence d'autre que d'encaisser des gros salaires. La cible étant la suivante, avant la loi 10, on pouvait compter environ 1700 cadres supérieurs à travers toute la province. De ces 1700, il y en avait à peu près 1400 qui étaient membres de l'association, puisque les gens adhèrent sur une base volontaire. On n'applique pas chez nous la formule RAND. C'est un choix que d'adhérer à notre association. Et le but visé par le ministre est la disparition de 42 de ces gens-là d'ici 2017. Actuellement, on compte à peu près 900 cadres supérieurs dans le réseau. C'est difficile à estimer parce que les chiffres sont en constante évolution. Il y a eu une première vague de départ en mars 2015 et on en a perdu à peu près 350 à ce moment-là qui ont quitté pour leur retraite. Et il va en avoir à peu près 300 ou l'équivalent qui va quitter ou qui est sur le point de quitter dans les prochains jours, là, qui avait décidé de faire une pré-retraite, donc de rester une année de plus avec nous. Les gens qui sont là ont envie de continuer d'être là, bien entendu. Ils vivent actuellement beaucoup de souffrance. Et tout ce qu'on pouvait percevoir ou pressentir à travers les différents contacts que nous avons eus avec eux, ça s'est confirmé à travers le sondage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on a donc adressé un questionnaire à travers le réseau qui a été dédié à 800 personnes. De ces 800 personnes, 242 nous ont répondu. Alors, je pense qu'on peut commencer à parler d'un sondage assez significatif. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, dans les grandes lignes, que la réforme du système se fait en le mettant en pièces avec arrogance. C'est à peu près le résumé. Maintenant, je peux éclater un peu cette phrase. La première constatation, c'est un déficit démocratique. Les gens qui occupent des fonctions de ce niveau sont des gens qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise dans la complexité du réseau depuis des décennies, souvent 20, 25, 30 ans d'expérience. Ce sont des gens qui ont exercé à travers leur carrière leur jugement et leur discernement à travers toutes les prises de décision auxquelles ils ont été confrontés. Maintenant, dans la dynamique top-down qui existe, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des directives et doivent les appliquer, ils sont un peu malheureux, un peu coincés. Alors de là, on peut parler de ce qu'ils appellent le déficit démocratique. L'autre point qui ressort du sondage, c'est ce que les cadres ont appelé le GPP, où finalement, j'ai su ce que ça voulait dire, c'est la gestion par la peur. Donc, et ça, c'est lié à l'omerta, que certains appelleront le droit de réserve. Moi, je pense qu'on peut parler d'omerta, c'est-à-dire... Je dois me taire si je veux conserver mon job, si je veux pas que ma tête roule, si je veux pas que la tête de mes coéquipiers roule, il faut que je me taise et donc non seulement que je sois résilient, mais d'une certaine façon, on en reparlera tout à l'heure, presque résigné. 50% des gens interrogés se sont dit mobilisés pour procéder à la réforme. Et ça, c'est pas étonnant quand on connaît les directeurs, quand on connaît les gestionnaires. Ce sont des gens qui se mobilisent à travers, comme je vous l'ai dit tantôt, plusieurs années d'expérience, donc plusieurs réformes à leur actif. Ils sont habitués. Celle-là est quelque chose, par exemple, mais ils sont habitués aux réformes et donc ils sont prêts à se mobiliser pour ça. 0% de soutien en ce qui concerne tout le volet gestion du changement. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ça aussi, c'est un triste constat. Ils vivent ce qu'ils appellent le chaos. Donc, l'ampleur et la vitesse du changement, c'est comme si on descendait des ordres sans leur laisser le temps de réfléchir pour être certains qu'ils ne contesteront pas. L'énorme charge de travail à laquelle ils doivent faire face. Alors, certains cumulent, parce que d'autres sont morts au combat, plusieurs directions, 2, 3, 4, 5 directions pour un même gestionnaire.
c'est sûr que d'un autre point de vue, on peut dire qu'ils sont heureux de relever des défis, c'est vrai, mais il y a quand même des dispositions et des moyens qui doivent être mis à leur portée. Ils ne trouvent aucun sens à ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est une gestion de crise, c'est la guerre, c'est fou, ça vient de tous les côtés, ça va dans tous les sens. Et ça, ils estiment que c'est très dangereux, à raison de, de 51 dangereux pour la clientèle, à raison de 86 dangereux quant à l'impact que ça a sur le personnel cadre et au niveau des équipes, et quant à 51 de crainte qu'on ne s'éloigne de la clientèle. Ils nous ont dit qu'ils avaient peu de soutien ou à peu près pas de soutien de leurs supérieurs. Ou enfin, il faut savoir que dans le recensement, il y a des directeurs généraux, des cadres supérieurs adjoints qui sont aussi des cadres supérieurs et ceux-là ont dit qu'ils avaient le soutien de leurs supérieurs immédiats. Mais c'est à peu près le seul cas où on a trouvé du soutien à travers le sondage. Maintenant, ce que moi j'appelle la crainte de l'atomisation, en fait, ils me l'ont traduite, cette crainte-là, d'une autre façon. L'atomisation étant pour moi la façon de travailler isolément les uns les autres plutôt que de travailler en collaboration. Alors, le climat qui prévaut actuellement est un climat de méfiance. Les gens s'observent, s'auto-observent et se demandent qu'est-ce que l'autre va dire si, par exemple, je suis invitée à tel événement pour venir discuter avec mes collègues. Comment ça se fait que moi j'y vais, puis toi tu y vas pas, puis on a trop de travail, puis qu'est-ce que le PDG va dire, puis comment ça va être perçu? C'est presque ça, là. Alors, on est loin de travailler en collaboration, alors que c'était le tissu social qui unissait ces gens-là pendant des années et des décennies. Le fait de paraître en accord avec les décisions est ressorti énormément. Paraître en accord avec les décisions. Donc, ça ne veut pas dire être en accord avec les décisions, mais paraître en accord avec les décisions parce que, il y en a certains à qui j'ai parlé parce que je voulais avoir plus de détails, et on m'a dit, écoute, on nous a choisis pour ça, pour être là. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on nous a choisis. Donc, il faut qu'on fasse la job, il faut que ça paraisse qu'on est d'accord avec ça. Alors, tu leur parles et tout d'un coup, il y a un discours extrêmement positif. Tu grattes un peu, tu les laisses s'exprimer, puis là, la balloune commence à se dégonfler, comme on dit chez nous. Et là, tu t'aperçois que c'est un discours surfait, et ça revient à tout ce que j'ai relevé tout à l'heure. La fatigue grandissante, les gens sont fatigués, ça aussi c'est inquiétant pour les soins et services. Ils doivent faire face à plusieurs demandes et ils se demandent eux-mêmes s'ils sont en mesure d'y faire face. Et ils ont à 32 de la difficulté à vivre avec les tensions qui s'installent entre les collègues. Donc, le climat de travail, quant à moi, est un indicateur de performance extrêmement important. Les données sont là, ce sont des données objectives, ce sont des réponses qui viennent de 240 quelques personnes du réseau. On peut tirer quelques conclusions. Pour nous, c'est sûr qu'on est en première ligne pour répondre à ces gens-là. Dans la dernière année, je vous dirais qu'on a répondu à 350 téléphones et courriels par semaine à 3. Là, on est réduit, on est à peu près à 50, 60 la plupart du temps. Et j'ai apporté, pour vous le lire, un courriel que j'estime être un courriel type du genre de commentaires qu'on reçoit. Alors, bien entendu, je n'aimerais pas la personne de qui ça vient. Ça me dit « Bonjour, Carole. Je crois qu'il est temps que nous nous fassions entendre. Nous n'en pouvons plus. Je suis prête à sortir dans la rue pour que nous nous fassions entendre. Si je suis rendue là, ça veut dire que je ne dois pas être la seule. Plus capable de me taire et de faire des coupures sans toucher au service, parce qu'il y a ça, de ne plus être chez moi et de tout ce que tu sais déjà. Tannée de jouer dans une mauvaise pièce de théâtre qui n'en finit plus. » Alors, c'est un peu ça qui prévaut comme climat, comme atmosphère, chez ceux qui dirigent en ce moment la mise en place de la réforme. Pour ma part, c'est très inquiétant, puis je ne suis pas la seule, là. C'est une inquiétude que je partage avec tous les membres qui l'ont exprimée. Je vais aller quand même assez vite, on pourra en discuter un peu plus tard. Quant aux pistes de solutions, ce que les gens nous ont demandé, parce que moi, dans mon sondage, je leur ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment est-ce que vous voyez ça. 53 m'ont demandé de créer un réseau pour échanger. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une plateforme où ils pouvaient échanger de façon virtuelle. Personne n'est venu dessus. J'ai alors invité les gens à un petit déjeuner thématique à l'association, au bureau de l'association, donc au bureau de la permanence, qui est un organisme complètement indépendant des CIUS, des CIS ou du ministère de la Santé. J'ai lancé une invitation, une personne est venue. Il me demande d'organiser du coaching individuel ou d'équipe à raison de 38 pour le coaching individuel, 30 pour l'équipe. Ils veulent des formations spécifiques. En fait, ils veulent savoir comment faire.
c'est méta, les organisations, là, je veux dire, les territoires. J'ai des directeurs qui me disent, je passe ma journée dans l'auto pour passer d'un point à l'autre. Alors, je gère à distance. Je suis dans le trafic à Montréal. Je n'arrive plus. Je ne vois pas mon monde. Il y a des gens qui sont employés du réseau dans les équipes des cadres intermédiaires au niveau des opérations qui n'ont encore 1 an et quelques mois après la mise en place de la réforme jamais rencontré leur patron, qui ne connaissent pas leur nom. Détail. Il demande, donc, d'exposer la situation parce que j'estime que la population doit être au courant de ce genre de fait-là. C'est très objectivable. On n'est pas dans le politique bashing. Je ne suis pas en train de vous dire que le ministre n'est pas bon, qu'il n'est pas fin. Rien de ça. Je fais juste relever ce qui se passe dans le réseau en ce moment. Et il souhaite avoir des forums pour mieux échanger. Et puis, je pense qu'une des pistes de solution fait partie de ce qui se passe ici en ce moment, c'est-à-dire la mobilisation de la population, des petites populations, des petites communautés qui sont complètement éradiquées de cette réforme-là, qui, d'une certaine façon, peuvent naître en se prenant en main et décider de se mobiliser sur des thèmes particuliers, comme on voit souvent en région, c'est-à-dire qu'un petit groupement de population fait des pétitions, demande au maire d'endosser cette pétition-là parce qu'il trouve que c'est pas juste d'avoir un service à Charlevoix qui n'existe qu'à Québec. Bon, vous voyez à peu près. Donc, partant de la base, pour qu'une forme de résistance non violente s'installe et fasse éventuellement changer quelque chose. Voilà, merci. J'espère que je vais pouvoir. Nathalie va prendre un point de vue qui est différent, qui est plus celui d'une clinicienne de formation que de quelqu'un qui a un point de vue plus macro-gestionnaire. La parole est à toi. Moi, j'ai jamais été cadre. Moi, je fais partie du groupe McGill Nurses for Healthy Policy, infirmière de McGill pour une politique dans la santé. On s'est formé en septembre-octobre 2014, si je me souviens bien, suite au dépôt du projet de loi 10. On était, à ce moment-là, presque tous des étudiants à la maîtrise, une étudiante au bac aussi, puis une enseignante de McGill. Mais dans le fond, le projet de loi 10 nous faisait un peu peur. Je pense que c'est safe de dire ça. Mais on avait beaucoup de difficultés à articuler notre opposition à ce projet de loi-là. Ce qu'on voulait, c'était une éducation politique du système de santé, puis c'est quelque chose qu'on ne recevait pas, que je pense aucun étudiant en soins infirmiers reçoit. Donc, on s'est constitué en comité pour essayer de créer une culture politique infirmière à McGill. Puis à travers ça, on a organisé des événements, on a lu beaucoup, on a essayé de se pencher sur les politiques en santé qui étaient le plus efficaces, qui étaient les plus positives pour la santé de la population. Donc, je pense que tout le monde ici va être d'accord. Le système de santé au Québec est malade. OK, mais maintenant, quoi? Pour les infirmières, puis là, je vais parler d'un point de vue peut-être plus infirmier. Bien, de mon point de vue infirmier, là, on s'entend. Je peux pas parler pour les infirmières du Québec, mais pour les infirmières, le système de santé est malade depuis bien avant le docteur Barrette. Le docteur Barrette a définitivement exacerbé des tensions qui existaient déjà sur le terrain. Mais des choses comme la culture de la procédure, la stupidité fonctionnelle qui est décrite par Alveson et Spicer, c'est ça. Décrit assez bien plusieurs aspects de la structure organisationnelle du réseau de la santé au Québec, surtout dans le milieu hospitalier. Moi, je viens du milieu hospitalier. Donc, ça m'a vraiment frappé à quel point c'était juste leur description de notre manière de fonctionner. On parle, je veux dire ça, je m'en souviens depuis le cégep, mais on nous parle de leadership, on nous parle de se concentrer sur le positif. Ces mots-là, je les ai entendus ad nauseam. Mais le problème avec parler de leadership sans arrêt puis parler de juste se concentrer sur le positif, le message que tu finis par donner de façon implicite, peut-être, c'est mon interprétation, c'est que un leader, c'est quelqu'un qui ne porte pas attention au négatif, qui fait juste se concentrer sur le positif. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui ne va pas critiquer, qui va se concentrer sur les bonnes choses qu'il y a dans le système pour les rendre meilleures. Puis le message qu'on passe aussi en parlant de ça, c'est qu'on n'a pas d'impact sur les choses négatives. Ils ne portent pas attention parce que tu ne peux rien faire de toute manière, fait que c'est mieux de... faut juste oublier ça, c'est pas pour les infirmières.
C'est quelque chose qui est très frustrant pour les infirmières de terrain. À l'hôpital, c'est quelque chose qu'on vit sur une base quotidienne. Le négatif qu'on n'a pas le droit de mentionner, qu'on n'a pas le droit de décrire. On se fait toujours dire, oui, mais si tu passes 5 minutes de plus avec ton patient, si tu utilises cette échelle d'évaluation-là des plaies, si tu remplis ton PTI de façon diligente, tu vas être plus heureuse. C'est un peu un discours à la Listerio qui dit je suis plus égalitaire que féministe. On met l'emphase sur c'est la responsabilité de la personne. Si tu n'es pas bien au travail, c'est ta faute. Parce que tu ne vois pas assez les côtés positifs. Tu n'es pas assez une leader. Mais tout ça fait qu'on n'est pas plus des leaders. On est plus docile. On devient plus obéissante. Parce que de refuser la critique, de nier la critique, de se vouer essentiellement à un déni absolument délirant, on est très bonne dans les infirmières. Fait qu'on devient soit cynique et amer, ou on s'exile, ou on devient un peu barjot, comme qui dirait. Moi, j'ai décidé de retourner à l'école. Ça m'a beaucoup aidé à mettre les choses en perspective. Mais c'est très difficile de travailler dans un milieu qui toujours va essayer de trouver une autre manière d'expliquer les problèmes que tu vis sur une base quotidienne au travail. C'est comme, non, c'est pas vraiment l'organisation, c'est qu'aujourd'hui est arrivé telle affaire, où on a trop de patients, où on a... Mais quand tu mets ça à l'échelle du Québec, où probablement plusieurs milliers d'infirmières font un petit 15 minutes, une demi-heure de temps supplémentaire non payé à chaque jour, on parle de milliers, si pas des dizaines de milliers d'heures sur une base quotidienne ou hebdomadaire qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas comptabilisées nulle part. Puis ça, c'est des données qui ne sont jamais reproduites au ministère de la Santé, qui sont jamais... Personne ne va jamais savoir ça, sauf nous autres. Fait qu'on s'est comme habitué à cette espèce de culture de faire à semblant que tout va mieux que ça va. Donc, le problème avec ça, c'est que quand quelqu'un comme le Dr Barrett arrive, il vient jeter un énorme pavé dans la mare qui était déjà assez boueuse, merci. Ça devient beaucoup plus difficile de faire à semblant que tout va bien. Là, ton 15 minutes devient 30 minutes, devient 1 heure, t'as pas de pause. Les ratios patients-infirmières deviennent périlleux. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'entretenir le discours que non, tu es une leader, focus sur le positif. Parce qu'avant, il y avait un petit peu peut-être de positif, pas beaucoup, mais il y en avait, on pouvait s'accrocher. Le positif est pas mal en train de prendre le bord, comme on dit. Donc, ça devient plus difficile de justifier le discours du leader. C'est la personne qui se focus sur le positif, qui va pas critiquer, qui, dans le fond, le leader est quelqu'un de docile. Enter Sabza. Moi, j'étais étudiante IPS. Ça a été assez inspirant, je pense, pour toutes les étudiantes en soins infirmiers au Québec d'entendre parler de Sabza. Puis évidemment, on s'attendait que le milieu infirmier au Québec, que ce soit là, tout le monde, accueille Sabza à bras ouverts, soit genre « Wow! Finalement, une initiative infirmière qui est efficace, qui respecte l'autonomie, le champ de pratique, qui augmente l'accès aux soins de première ligne à une population vulnérable. » Dit de même, ça sonne parfaitement logique, mais la froideur avec laquelle le projet a été reçu, surtout initialement, je pense que c'est un bon reflet de la culture qui existe en soins infirmiers au Québec. Puis il a vraiment venu souligner en gros highlighter jaune, fluo, qu'est-ce qu'il faut changer. Fait que si, pour rien de moins, pour moi, ça, c'est un des résultats positifs, si on veut, de la réforme du Dr Barrett, c'est que des voix discordantes commencent à s'élever parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Là, on n'a plus rien à perdre. C'est impossible de faire notre travail comme infirmière dans le contexte actuel. Ça devient de plus en plus difficile, du moins. C'était juste intéressant de voir la réponse à Sabza venant de différentes organisations et ordres, que je ne nommerai point. Mais
on est tellement comme fossilisé dans le discours traditionnel, c'est rendu qu'on est fier d'être docile. C'est comme une fierté parce que c'est ça qui est valorisé. Tu fais, surtout à l'hôpital, si tu critiques pas, tu fais ta job, tu remplis bien tes PTI, peu importe qu'est-ce qui se passe avec tes patients, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans ta carrière, c'est ça qui va te monter. Puis je dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, qui est désolée pour les assistantes infirmières-chefs. Mais encore, si on passe, on met vraiment l'emphase sur c'est la faute de l'infirmière s'il y a un problème avec son travail. Donc, pour moi, une des réponses à ça ou une des pistes de solutions qui serait importante à discuter, moi, l'université, ça a changé ma vie. Il y a une liberté à l'université qui est pas du tout le cas dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on est vraiment habitué à une espèce de culture du silence extrêmement asphyxiante. Puis je pense qu'il y a cette liberté-là, on devrait l'utiliser beaucoup plus. Moi, j'ai été auxiliaire d'enseignement à McGill depuis 2 ans. Et toutes mes étudiantes connaissent SABSA. Même si je fais juste donner le labo, je leur apprends à faire des injections intramusculaires, puis je leur parle de SABSA en même temps. Je pense que c'est important. C'est une initiative infirmière qui... Moi, je veux que mes étudiantes comprennent, sachent c'est quoi, se fassent une idée, se fassent une tête, puis disent « Ah, bien, c'est une possibilité de think outside the box ». On peut aller plus loin que ce que le système nous dit qu'on peut faire. Donc, ça, c'est au niveau de l'éducation, de la recherche. C'est bon d'avoir, par exemple, je parlais des outils puis des échelles d'évaluation des plaies, par exemple, puis il y a de la recherche extrêmement importante qui se fait là-dedans. Mais tant qu'on ne reconnaît pas au niveau des instances, des hautes instances infirmières, si on veut que ce soit les universités, les ordres, les syndicats, peu importe, que tous ces outils-là, tout ce qu'on est en train de faire, si on ne reconnaît pas les obstacles fondamentaux qui existent dans le système de santé, ça va être difficile pour nos étudiantes de faire le travail qu'on leur dit, pour lequel elles sont responsables, de s'occuper des patients. Donc, je vais arrêter là. Merci. Oui, merci beaucoup. Je pensais passer la parole à Paul, mais là, Nathalie a fait tellement une introduction qui comme passe la POC à Isabelle que c'est difficile de ne pas lui passer la POC. Et je voulais juste mettre l'accent. Dr Barrett est un rassembleur, au fond, parce que c'est quelqu'un qui réussit à faire en sorte que des gens qui, a priori, sont vraiment pas d'accord entre eux, tout d'un coup, se mettent à être d'accord. On remarque que SABSA a réussi à avoir l'appui de gens comme, en même temps, là, la FIC, du monde comme moi, l'Institut économique de Montréal, Dr Godin, on a tous dit, on est d'accord. Donc, on doit quand même applaudir. De temps en temps, Dr Barrett réussit à faire l'unanimité. Il réussit plusieurs fois, en fait. Quand il dépose un projet de loi, généralement, tout le monde est contre. Là encore, on note une belle unanimité. Mais donc, tout ça pour faire passer la POC à Isabelle. Merci. Ça fait vraiment bizarre d'être ici aujourd'hui puis de se faire introduire comme ça, qu'il y a plein de gens ici qui m'ont vu à la face dans les médias parce que, tu sais, le but était pas ça, hein. Au départ, SABSA, c'est né, tu sais, je fais du pouce sur la présentation de Nathalie, mais, tu sais, d'un négativisme total du système de santé. Moi, je venais des CLSC et non du milieu hospitalier, où j'étais dans un programme de dépistage d'ITSS des clientèles vulnérables. Ça veut dire que je vaccine, je dépiste, il a fallu que je me batte pour pouvoir faire de la contraception, drainer des abcès, puis faire d'autres soins courants. Fait que ce qui m'amenait, moi et mes collègues, à faire ça en cachette, à donner davantage de soins aux gens parce qu'on rentrait pas dans la case, puis quand on se faisait dire par nos gestionnaires, non, c'est pas ton mandat, faut tes envoyer aux soins courants. C'est parce qu'ils vont pas aux soins courants, là. Ils sont en prison ou ils sont à l'Aubrivière ou, ils iront pas, là. Ils prendront encore moins un rendez-vous, là. Fait qu'on s'est mis à faire des soins en cachette alors qu'on aurait dû avoir la table dans le dos, nos gestionnaires, de dire « Félicitations, vous faites plus avec le temps que vous avez. » Fait que c'était mieux vu que je passe une soirée dans un organisme communautaire à faire un dépistage que d'avoir 10 personnes à qui j'offrais des services ou que je faisais au moins de l'éducation à la santé. Fait que c'était un non-sens direct en partant. Donc, fait que vous comprenez que c'était un petit peu confrontant pour nos gestionnaire quand on amenait ces choses-là. On a travaillé, moi et ma collègue Maureen, beaucoup. On était engagés par le CLSC, mais on travaillait beaucoup dans les organismes communautaires, dont les programmes d'échange de seringues.
Encore une fois, on a parti un programme de traitement d'hépatite C et de VIH, de programme de substitution à la méthadone, en jasant avec les médecins qu'on connaissait, leur payant à dîner, puis dire viens donc travailler l'après-midi avec moi, ce serait le fun, tu sais. Fait que on a comme tout monté ce programme-là, puis après on est arrivé à nos gestionnaires, puis on a dit et voilà, c'est fait. On sortira pas les médecins de l'organisme, hein, quand même. Ah, non. Fait que là, c'est de même que ça a passé. Fait qu'on a développé des stratégies de manipulation épouvantables. Sauf que, puis on avait des bons maîtres d'œuvre parce que, tu sais, on travaille beaucoup avec les toxicomanes, puis ils ont de la capacité à manipuler un petit peu. Fait que, ils ont un doctorat, ils nous ont appris et ça a très bien rentré. Sauf qu'à un moment donné, on était confrontés à une confrontation de valeurs entre les pratiques du milieu communautaire puis du milieu du réseau. Il y a du bon dans les deux, puis il y a du mauvais dans les deux. Puis nous, on était le punching bag dans le milieu. Fait qu'à un moment donné, tu viens comme tanné puis tu viens fatigué que c'est ce bout-là de ton travail qui te fatigue le plus et qui te frustre le plus. Donc, à un moment donné, bien frustré, moi puis mon autre collègue, en train de courir sur un tapis au gym, on a dit, bon, ce qu'on fait, il faut faire un plan B. Puis un plan C. Fait que le plan B, c'était on change d'organisme communautaire parce qu'il y avait des frictions dans un organisme. Puis le plan C, bien, c'est venu le plan coop. C'est genre donné de même. Puis on a monté ça petit peu par petit peu, justement, au départ, pour donner des soins, accès à des traitements d'hépatite C pour des gens vulnérables. Il y avait des médecins spécialistes qui étaient prêts à les traiter, mais tu sais, ils veulent traiter l'hépatite C, ils veulent pas traiter le sans domicile fixe, la contraception, le suivi de grossesse, le soin de plaie, là. Tu sais, ils veulent s'occuper du genre de la bouche à l'anus, c'est tout, là. Fait que le reste, c'est un autre domaine. Donc, on a monté ça, on a été chercher des compagnies pharmaceutiques qui ont investi, etc. On a souvent, on dit tout le temps que les compagnies pharmaceutiques ont des avantages. Oui, elles ont des avantages, mais on n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Puis on n'existerait pas encore aujourd'hui s'ils n'étaient pas là, tu sais. Puis ils ne regardent pas le nombre de traitements qui sont faits chez nous, là. C'est vraiment pour l'éducation aux patients. Fait qu'on a monté ça comme ça. Fait que ça allait bien. On faisait ça bénévolement, une journée et demie par semaine. En faisant d'autres choses à travers. Ça l'atténuait, ça mettait un baume sous notre cœur de toutes les frustrations qu'on pouvait voir dans le réseau, toutes les aberrations. Donc, c'était comme notre feng shui, notre bout de feng shui du système de santé. Et là est venue la FIC, est venu Bernard Roy de l'Université Laval, est venue l'équipe de Damien de l'Université de Montréal. Fait que, nous, c'était une petite binerie qu'on voulait augmenter nos services de santé, puis là, tu as tout ce monde important-là qui vient te voir, tu sais. Puis que là, après, ils donnent de l'argent en plus pour le faire. Tu sais, quand que... on n'avait pas eu une... la plus grosse année, je pense qu'on avait fait 30 ou 35 000, là, tu sais. Puis là, la FIC investissait 150 000 là. Nous, c'était comme 1,5 million de dollars. C'était la même chose. Donc, puis la seule contrainte qu'on avait, c'est qu'il engage une infirmière praticienne temps plein, ce qui faisait bien mon affaire. Puis aussi que, bon, tu sais, s'il y avait besoin de nous autres pour aller dans les médias, mettons, pour faire la conférence de presse, ces choses-là, moi, j'étais prête. Ouais, go, on y va. Mais je pensais pas que ça allait être autant. Puis que une petite binerie comme la coop, là, pour les gens qui sont déjà venus, c'est quand même convivial, mais c'est petit. On fait des soins courants du lundi au vendredi, des soirs. On a une travailleuse de rue. On a tout du matériel dépareillé. Ça fonctionne bien. Fait que qu'on soit rendu avoir pris cette ampleur-là, là, c'est parce qu'il y a un méchant problème à quelque part. Je suis pas une spécialiste d'organisation de services, là, de soins, là, mais ça devrait pas. Là. Nous, on pensait passer inaperçu, là, comme un petit dispensaire ou un petit service de CLSC en Basse-Ville de Québec. Mais on a vu les pharmaciens nous envoyer du monde, des médecins nous envoyer du monde, des CLSC, des cliniques, des hôpitaux, du bouche-à-oreille nous envoient du monde. Fait que tu dis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à quelque part. Puis on a, oui, des clientèles marginales, mais on a aussi du monsieur, madame, tout le monde qui sont dans les quartiers, qui ont besoin, puis qui n'ont pas le temps d'aller attendre 5 heures dans une clinique, se lever à 7 heures le matin, ou sont allés voir le médecin. On a des fois des gens qui ont été voir des médecins des cliniques sans rendez-vous, puis elle dit, elle n'a pas répondu à mes questions. J'ai mal au ventre, là. Puis c'est pas juste parce que je suis constipée. Je sais c'est quoi être constipée. Là. Y a-tu quelqu'un qui peut prendre 5 minutes me l'expliquer qu'est-ce que ça peut être d'autre parce que ça m'inquiète, tu sais. Fait que c'est pas grand-chose. Tu sais, c'est vraiment pas grand-chose pour nous, pour n'importe quel professionnel de la santé, mais il n'y a pas cette réponse-là, malheureusement, dans les cliniques parce que c'est du débit. Il y a des médecins quand même qui prennent le temps, puis mais c'est ça. Eux autres sont souvent pointés du doigt par leurs collègues parce que, tu sais, eux autres, ils vont pas assez vite, puis ça roule pas assez vite la clinique, là, malheureusement.
c'est sûr que, tu sais, on a cet avantage-là d'être indépendant, de ne pas être dans le réseau, parce qu'on n'a pas toutes ces frustrations-là là, de réforme et de coupure. Et de, tu sais, je parle des anciennes collègues qui me disent on change de gestionnaire à tous les 3 mois, tous les 6 mois. Puis, les gestionnaires n'ont pas le temps de comprendre le service dans lequel ils sont, de connaître les employés, puis de favoriser justement que les employés atteignent la mission puis répondent aux besoins de santé des personnes. Puis offre des services de santé plus généraux que par programme, par exemple, quand on parle au CLSC. Donc, c'est une porte tournante. Il y a un gestionnaire qui s'assoit, il reste là quelques mois, prépare, il est bumpé par quelqu'un d'autre, fait que, etc., etc. Puis, souvent, ils ont plusieurs programmes à s'occuper, donc se déplacent beaucoup. Fait que, il s'en vient de la frustration auprès des employés. Là. On reçoit des CV, nous, on pourrait ouvrir un hôpital 12 étages, puis juste pour engager des infirmières praticiennes, des secrétaires, d'autres professionnels que je ne savais même pas que ça existait. Là, puis tu dis, c'est tout petit, là, ça serait pas supposé que ça fasse ça, mais les gens veulent s'en aller du réseau, mais veulent aussi des conditions. On est un petit peu, quand on est dans le réseau aussi, le côté un peu traite, c'est que tu as les conditions aussi. Hein? Tu as des assurances, tu as un fonds de pension, tu as une sécurité d'emploi, fait que des fois, tu es prêt à piler sur toi un peu plus pour garder ça. Hein? On a une hypothèque à payer, un char, un téléphone, etc. Donc, ça nous met un petit peu sous l'emprise. Mais c'est sûr que ça donne pas le goût nécessairement, là, quand je vous entends, là, puis vous me confirmez ça aussi, de retourner dans ce système-là. C'est sûr que ça reste le défi, c'est notre financement. Et M. Barrette est venu nous voir cette semaine. Et ce que je disais à mes collègues ici, à notre grande surprise, c'est qu'il a écouté. Parce qu'on pensait qu'elle allait venir 45 minutes et parler, exemple 35 minutes, nous expliquer la vie, là, comment ça fonctionnait, puis que nous autres, on n'avait donc bien pas compris. Mais il l'a pas fait. C'était une grande surprise. On s'attendait à pas grand-chose, fait qu'on n'a pas été déçus. Mais, tu sais, il a quand même été... il y a une ouverture. Il a dit, bon, tu sais, c'est des services que le CLSC devrait donner. Puis on a dit, oui, c'est vrai que le CLSC devrait donner les services à cette clientèle-là, surtout les plus marginaux, ceux-là qui sortent de prison, qui se piquent, qui sont toxicomanes, etc., mais ils ne le font pas. La structure est trop lourde pour que ces gens-là cadrent dans une petite case. Fait que c'est ça. Mais lui, il tenait absolument qu'on aille au CLSC pour 10 minutes après nous dire que les CLSC n'avaient pas fait le job puis que c'était bien que ça sonnait de la musique à ses oreilles. Là. Fait que... Bon, nous dire qu'on a refusé toutes les offres qu'ils nous ont fait, alors que la seule offre qu'ils ont fait, c'est de m'engager moi, m'envoyer au CLSC, alors que j'étais là il y a plusieurs années. Je veux dire, ça fonctionne pas. Mais j'ai dit, Isabelle, t'es-tu, elle ira pas au CLSC faire ça. Elle repartira pas une autre SABSA au CLSC. Mais si vous voulez engager quelqu'un puis le faire, allez-y. On va collaborer puis on va vous référer les patients. Et ce qui est le plus triste, là, c'est pas ça. Là, c'est le plus triste, c'est que M. Barrette et la directrice des soins infirmiers qui étaient là n'avaient rien à nous dire parce que personne qui peut faire cette job-là actuellement, le personnel n'est pas prêt. Puis c'est pas une nouveauté qu'on dit on va être peut-être obligé de fermer nos portes là, pour le 1er mai. Là. Fait que, il aurait dû s'organiser là, avec toute la médiation, avec tous les médias qui ont couvert la chose, mais ils se sont pas organisés. Fait que ça donne une idée de comment c'est lourd puis comment c'est long avant de changer des choses dans le système, même avec les ressources. Là. Le système de santé qui a 32 milliards par année devrait être capable un peu de s'occuper de ces gens-là, au moins un minimum. Donc, je pense que qu'est-ce qui fait notre force? Comme je vous dis, on n'a pas inventé le bouton à 4 trous. Là. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de prendre la personne des cheveux jusqu'aux orteils puis de s'adapter à la clientèle, à s'adapter aux gens du quartier, s'adapter autant à la femme enceinte qui n'a pas de problème de santé, juste enceinte, puis la personne judiciarisée qui a des problèmes de santé mentale. Mais ça nous demande, nous, comme professionnels de la santé, d'aller se former, de demander de l'aide à l'extérieur, mais c'est faisable là, si on s'y met un petit peu. Actuellement, je pense qu'avec toute la réforme, c'est que tous les programmes vont venir pareils, puis on va donner les mêmes soins à tout le monde partout dans le Québec. Puis nous, c'est pas notre vision. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun de voir que notre coop, c'est un succès, mais en même temps, c'est une tristesse. C'est-à-dire, on est à la petite équipe de démontrer qu'un système actuellement ne répond pas à l'ensemble des besoins de la population québécoise. Merci. Ce que tu dis pas, c'est que ça fait aussi ressortir la grande communicatrice qu'il y avait dans Isabelle Tétu. Parce que là, maintenant, c'est une star des médias du Québec. Et avec raison, parce qu'il y a du talent là-dedans.
Et puis, je pense qu'en fait, ça fait bien lien avec ce que je présume que Paul va dire, dans le sens où ça fait des années que j'entends Paul parler de la notion de complexité et de l'importance d'avoir des unités qui ne sont pas des méga-unités et de donner du pouvoir aux gens qui contrôlent les soins d'une façon qui est compatible avec la nature des soins qui soient offerts. Et je pense que Paul, en tout cas, personnellement, a marqué beaucoup de monde avec sa réflexion sur comment un système qui offre des soins devrait s'organiser pour être capable d'être intelligent dans ce qu'il fait. Maintenant, je t'ai mis les mots dans la bouche, Paul, vas-y. J'ai fini. Non. Ben, écoutez, je vais commencer d'une part en remerciant Damien. De son invitation, de participer justement à ces discussions publiques-là. Je trouve le thème excessivement important, fondamental, et surtout dans le débat actuel qui existe dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le temps étant très limité, je me limiterai à répondre synthétiquement à une question que Damien a posée. C'est comment on peut favoriser le développement de communautés de travail qui puissent s'organiser et s'émanciper dans cette culture de procédure de la loi 10 comme telle. Donc, dans le fond, je vais essayer d'insister plus sur les solutions que sur les problèmes. Je vous propose 5 moyens d'émancipation, justement dans le contexte de la loi 10. C'est sûr que mes propositions concernent davantage la vision de la gestion ou la vision de l'administration que la clinique comme telle. C'est plus mon domaine. Mon premier moyen, je vous dirais, c'est de faire en sorte que tous les gestionnaires se donnent la plus grande marge de manœuvre possible pour innover. Ça paraît très simple, dire ça. Mais pour ce faire, dans le fond, je vous dirais, ils doivent considérer que tout est permis, sauf ce qui est explicitement défendu. Et il est clair que le ministre ne peut pas tout prévoir. Il est impossible que le ministre puisse tout défendre, ce qu'il veut défendre comme tel. Donc, utilisez toute la marge de manœuvre possible. Ce qui n'est pas défendu, vous pouvez le faire. Ce que je pense qui est effectivement le contexte actuel, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'on considère qu'on peut faire uniquement ce qui est permis. Tout le reste est défendu. Donc, avec cette notion-là, c'est évident qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour l'innovation dans le réseau, mais absolument pas sur cet élément-là. Puis ce que je vous dirais aussi, dans mes 40 ans d'expérience dans le réseau de la santé, il y a une chose que je suis maintenant convaincu. C'est qu'il est plus facile dans le réseau d'obtenir un pardon qu'une permission. Oser. C'est la seule façon d'être capable d'utiliser la marge de manœuvre comme telle. Mon deuxième moyen, c'est de reconnaître, d'accepter et de stimuler même les différences de point de vue. C'est uniquement de la différence que naît la créativité, l'adaptation, l'innovation. C'est sûr que la différence, puis même la divergence, ça crée certaines tensions, ça crée certains conflits. Mais dans les organisations complexes, comme les organisations de la santé, la tension et les conflits peuvent constituer des sources d'innovation puis des sources d'adaptation. Vous êtes d'accord que si tout le monde pense pareil, il n'y a aucune innovation? C'est fondamentalement de la confrontation d'idées différentes que émerge fondamentalement l'innovation. Ce que je vous dirais, c'est, et Damien a fait référence, une organisation complexe. C'est quoi une organisation complexe? Et je pense qu'on considère les organisations de la santé comme étant des organisations complexes type. Une organisation complexe, c'est une organisation qui est composée d'un grand nombre d'acteurs différents, regardez les professions qui existent, mais interdépendants. Qu'est-ce que ça veut dire interdépendant? C'est que le travail des uns est requis pour que les autres puissent exercer leur propre travail. Vous êtes d'accord avec moi que dans un hôpital, il y a beaucoup d'interdépendance de ces éléments-là. Et dans le fond, c'est sûr que la différence des acteurs crée des conflits, mais leur interdépendance les oblige à trouver des solutions, des compromis qui permettent à tout le monde, effectivement, de continuer à travailler ensemble. C'est de cette interdépendance-là que crée fondamentalement l'innovation et qui développe des communautés d'apprentissage capables de s'émanciper. Mon troisième moyen, c'est fondamentalement d'appuyer le plus possible vos innovations sur des évidences solides. Écoutez, même dans cette période-ci du système de santé, j'espère que la science et les évidences ont encore leur droit. Fondamentalement, actuellement, le ministre, je vous dirais, fait exactement l'inverse. Il proclame que tout ce qu'il fait est assis sur des évidences scientifiques valables. Mais jamais il rend public ces évidences. Et fondamentalement là-dessus. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que les évidences du ministre changent de jour à jour.
Il utilise Kaiser comme étant une évidence, il utilise l'Angleterre comme étant une évidence, et là, il est rendu avec la clinique de Gatineau comme étant ses évidences complètes. Donc, fondamentalement, appuyez vos innovations sur les évidences scientifiques. Puis ce que je vous dirais, je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte que le ministre n'a pas d'évidence. Et je pense que la crédibilité du ministre est en train de diminuer actuellement. En tout cas, c'est un peu ce que je peux voir quand je regarde les journaux, puis je lis les journaux là-dessus. Donc, pour moi, confronter le ministre sur les évidences, c'est une façon, à mon avis, de le déstabiliser. Pas lui, mais de déstabiliser, parce que lui, c'est un jeu à déstabiliser. Il a déstabilisé l'appareil politique dans lequel il existe. Mon quatrième moyen, et je pense que Damien en a fait allusion, c'est de stimuler le plus possible l'émergence de contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir, c'est effectivement des organismes qui sont susceptibles de présenter une lecture très différente du réseau, de la réforme et des évidences ou des effets associés à la réforme. Je pense qu'on en a un excellent exemple de ce contre-pouvoir-là là-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le ministre a voulu éliminer tous les contre-pouvoirs du réseau, complètement. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que plus il diminue les contre-pouvoirs du réseau, plus il y a l'émergence des contre-pouvoirs ailleurs et autrement. Et fondamentalement, je pense que la rencontre de ce soir en est un bon exemple. On a fait dernièrement, on a soumis une lettre à la vérificatrice générale qui a paru dans le Devoir, si vous avez suivi ces éléments-là. Et ça aussi, ça en était un très bon exemple. Dans le fond, cette lettre-là a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on croyait pas de départ. On pensait que c'était pour être une lettre, oui, effectivement, avec un article dans le Devoir, mais ça a été beaucoup plus que ça. On a eu au moins une quinzaine d'éditorialistes partout à travers le Québec qui a parlé de ça. Dans la lettre du Devoir, on a eu 267 commentaires. C'est l'article qui a eu le plus de commentaires du Devoir depuis que le Devoir fait les faits. Un seul commentaire est favorable au ministre. Tout le reste, c'est vrai ce que je veux dire. Tout le reste est favorable à lui. Et dans le fond, même après une semaine après la lettre, fondamentalement, on en parlait encore beaucoup. Mais ce que je dois dire, c'est que le tout a complètement arrêté. Le lundi que Pierre-Carl Péladeau a annoncé sa démission. Je comprends pas pourquoi, mais c'est ça. C'est arrivé. Mon cinquième moyen, c'est, je vais le dire honnêtement, c'est de se débarrasser du ministre. On ne peut pas continuer à être capable d'avoir l'émancipation avec le ministre qu'on a là. Dans le fond, tout ce qu'il fait va à l'encontre du développement des communautés. La centralisation à outrance, la fusion excessive, l'imposition d'un modèle unique pour l'ensemble du Québec, miser uniquement sur des objectifs de qualité, de quantité, au détriment des objectifs de qualité. Pratiquement tout ce qu'il dit est scientifiquement faux là-dessus. Le même problème partout, c'est faux. La même solution partout, c'est faux. Les solutions décrétées sont meilleures que les solutions émergentes, c'est faux. Donc, en conclusion, je vous dirais, même dans le contexte actuel, il est possible d'innover puis de créer. Dans le doute puis dans la peur, ce que je vous dirais, commencez petit, mais commencez. Merci. Merci, Paul, pour ces notes d'espoir et d'encouragement. et je pense que ça en prend parce que un des problèmes qu'on a actuellement, c'est un système dans lequel les gens sont craintifs. Les gens se sentent menacés dans leur poste, dans leur travail et dans la liberté qu'on leur donne d'avoir une pensée autonome. Et cette peur-là est un instrument puissant de statu quo et de crispation, d'absence de progrès. Or, quand on regarde, je pense qu'on a des raisons d'être inquiets parce que les défis sont majeurs. Depuis 2010, on coupe les dépenses de santé au Québec. Pas dans l'heure absolue, mais quand on regarde les dépenses par personne, on coupe les dépenses. C'est, depuis les années 90, c'était jamais arrivé et ça arrive plus vite que ce qu'on n'a jamais fait. Donc, on est dans un moment dans lequel des besoins sont grandissants probablement. On coupe les ressources et il n'y a aucun moyen qu'on arrive à faire ça sans causer des dommages, à moins d'innover. D'innover de façon importante, de faire réellement les choses différemment. C'est possible de faire les choses différemment, c'est juste, c'est pas facile, ça va pas de soi. Et si on regarde la littérature sur l'innovation, comment innover, il faut avoir confiance dans les gens. Il faut tirer le meilleur de ce que les gens dans le réseau ont, qu'on parle des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires, du préposé à l'infirmière, au médecin. Il faut arriver à s'appuyer sur ce que le réseau compte de capacité.
Ma crainte, c'est que depuis, en particulier l'arrivée du Dr Barrett, ça lui préexiste, mais il s'est fait le champion de cette idée-là. On a la mise en place d'un système de ta gueule et obéis. Et une incapacité à justement aller chercher cette expertise-là. Normalement, une organisation devrait être un système synergique. La somme des gens qui la composent, c'est plus que chaque personne prise individuellement. Mais là, on a un système anti-synergique. Chacun pense dans sa petite case, fait ses petites affaires, sans trop regarder ce qui se passe autour. Et on voit une multiplication des absurdités. Mme Trump nous en a présenté quelques-unes, Isabelle, Nathalie. Et le problème, c'est qu'on a tous un paquet d'anecdotes, de trajectoires de soins complètement loufoques, de pratiques délirantes. Comment on fait pour aller au-delà? Et ma première question serait un peu, pour les panélistes, comment on fait, qu'est-ce qu'on risque dans un système quand on empêche les gens d'avoir une initiative personnelle? Qu'est-ce qu'on risque? Le statu quo. Il n'y a aucune innovation, il n'y a rien. Dans le fond, c'est intéressant, par exemple, là-dessus, c'est quand on pense que, parce qu'on empêche les gens de parler, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de commentaire, c'est faux. Sauf qu'ils ne s'expriment pas de la même façon. Ils s'expriment de façon différente. Je pense qu'à l'Association des cadres, David de l'exprimer excessivement bien sur ces éléments-là. Donc, pour moi, le fait de ne pas permettre ça, justement, ça crée l'innovation. Mais le pire, ce que je vous dirais, c'est que là, je ne sais pas si vous avez vu là, dans les journaux, là, la réforme, ça va merveilleusement bien. Hein? Ça a diminué les temps d'attente des urgences. Qui c'est qui croit à ça? Personne. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il n'y a pas d'instance qui permet de valider ce qu'il dit. Bon, on sait très bien que Barrett va tout simplement sortir ce qui est positif. D'ailleurs, j'ai des doutes, à mon avis, que ça soit vrai comme chiffre. Mais indépendamment, s'il est vrai, il va sortir uniquement le caractère positif et non pas le caractère un petit peu plus ambigu là-dessus. Donc, pour moi, c'est l'élément. Pour moi, la créativité vient de la différence et non pas de la ressemblance. Il faut donc permettre aux autres d'exprimer la différence. En fait, je suis très d'accord avec ce que Paul répond. L'impression que moi j'ai, en fait, c'est presque une certitude, c'est qu'on marche sur des cadavres associatifs. Hein, et tout le monde meurt autour. Des cadavres. Pour répondre à la question de Damien, moi, je pense que les gens à la base, gestionnaires de tout niveau, personnel, clinique, qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, sont des gens qui le font par engagement de cœur, engagement communautaire. Hein? C'est ce qui fait la différence entre le secteur public et le secteur privé. Je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur l'un que l'autre, mais ce que je dis, c'est que quand on va au privé, on y va pour la valeur de l'action, on y va pour l'argent, souvent, on y va pour bon. Alors que les gens qui sont dans le réseau public, ils sont pour le cœur et pour l'expertise qu'ils peuvent avoir afin d'influencer. Et ça, c'est la principale considération pour laquelle les gens sont là. Et là, on vient de leur couper la raison d'être de leur existence. Donc, qu'est-ce qu'on risque? On risque de perdre notre monde. On en a déjà perdu. Beaucoup d'experts, beaucoup de gens ont quitté. Et ces gens-là veulent peut-être revenir sous forme de coach. Et ce serait d'ailleurs une excellente idée, mais bon, à cause de certaines conditions de travail, ils doivent se retirer pendant un certain laps de temps. C'est une autre histoire. Mais ces gens-là veulent venir continuer d'influencer pour justement éviter que devienne la fine ligne verte, comme ça, là, qu'il ne se passe plus rien dans le réseau, qu'on soit des automates. Et finalement aussi qu'on lance un message auprès de ceux qui seraient intéressés de s'investir. Venez pas là, c'est un panier de crabes, vous allez faire du temps et des conditions de travail. C'est pas ça qu'on veut passer comme message. Là. Et il faut que la relève arrive. Hein? Il y a des enjeux qui sont reliés à ça. Le fonctionnement du système public, le financement public. Il faut de la relève. Il faut que des gens viennent dans notre réseau. Il faut que les gens aient le goût de venir travailler dans notre réseau. C'est pas rien, là. C'est comment les attirer. Si on retire le pouvoir de discernement et de réflexion aux gestionnaires, peu importe le niveau, ou au personnel clinique, peu importe ce qu'ils font. Alors moi, je crains, quand on parle de chaos, j'ose espérer que le chaos qu'on vit en ce moment ne sera que temporaire et que les propositions amenées par Paul se mettent à exécution, peut-être sauf la dernière, là, mais quant au reste, oui. Moi, je vote pour la dernière. Moi aussi, dans votre gang. Je peux-tu juste dire une affaire vite? Je pense qu'on peut pas vraiment... On peut jamais empêcher les gens d'avoir une opinion. Tu fais juste
les empêcher de l'exprimer. Puis, tu essaies d'instaurer une culture apolitique le plus possible. Mais le système n'est pas statique. Le système change. Il y a, surtout en ce moment, dans le temps d'une réforme, c'est sûr, tout le monde a une opinion. Fait que ce que tu fais, c'est plus contraindre les gens à s'auto-censurer, à essayer de censurer les gens autour d'eux. Mais il n'y a personne qui veut faire ça. Là. C'est pas, on n'est pas, surtout, ben, moi, je peux juste parler au niveau infirmier, mais on n'est pas des polices. Là, on devient infirmière parce qu'on veut aider les gens. On veut... je veux dire, avant la réforme Barrette, j'avais des assistantes infirmières-chefs qui étaient extraordinaires, qui essayaient de nous protéger le plus possible de changements administratifs, qui restaient faire de l'overtime pour pas nous forcer à faire du temps supplémentaire obligatoire, des choses comme ça. Mais ce rythme-là, c'est pas soutenable. Puis eux autres, ça devenait tellement lourd à porter. Les deux que j'ai eus sont maintenant en retraite, mais je veux dire, tu forces soit les gens à devenir comme des polices ou à prendre tout sur leurs épaules, puis c'est pas possible. C'est insoutenable. À long terme, c'est impossible que ça marche. Ça peut... Je veux dire, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, quand tu essaies d'imposer une culture complètement sans opinion, ça marche pas. Tu peux le tenir pendant un petit bout avec la peur, la coercition, l'intimidation, mais ça peut pas durer. Moi, j'ai vu plusieurs de mes collègues dans les dernières années, justement des collègues engagés, s'en aller au privé, non pas pour l'argent. Ils étaient prêts à baisser leur salaire puis leurs conditions au lieu de continuer dans ce système-là, où c'est juste frustrant parce que tu es toujours en train de te buter à des obstacles. Fait que, tu sais, peut-être les gens qui allaient au privé avant pour l'argent, maintenant, ne le font plus pour les mêmes raisons. Tout à fait. Et comment on arrive à concilier le jugement professionnel? On a un système dans lequel on a des gens qui sont dans des positions parce qu'ils savent faire quelque chose, que ce soit des gestionnaires, que ce soit des cliniciens. Et on présume qu'ils sont là parce qu'ils ont une capacité de jugement. Moi, j'interprète le règne actuel comme étant un système dans lequel on dit aux gens, vous devez faire prédominer les directives ministérielles et la bonne parole du ministre sur votre jugement personnel. Si vous avez l'impression que ça va mal, vous pouvez le penser à la rigueur, mais il est interdit que vous le disiez. Et où se situe l'imputabilité des gens? Comment est-ce qu'on serait capable de faire récupérer aux gens la notion que, avant tout, ils ont un jugement personnel qu'ils doivent à la population, qu'ils doivent à leurs collègues, et comment on arrive à redonner aux gens la capacité d'exercer ce jugement-là, en dehors de juste faire comme toi, Isabelle, puis dire « je vais le faire en dehors ». Qui est une forme d'action. Ah, Ah non, vous aviez l'air Écoute bien, je ne sais pas tout à fait comment réagir à ça. C'est évident que j'ai eu une étudiante de l'Université de Sherbrooke qui, justement, a fait sa thèse sur toute la tension qui pouvait exister entre, par exemple, le jugement clinique d'un professionnel pour le patient et tout le lean management sur les procédures comme telles. Et elle a trouvé qu'il y avait des conflits énormes. Et fondamentalement, il y arrivait des points où tout le phénomène des procédures, tout le phénomène de procédure pouvait même aller à l'encontre du jugement professionnel pour la satisfaction des besoins. Et malheureusement, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'en général, les professionnels se laissent dominer par le dictum du lean management plutôt que par le jugement professionnel. Moi, je pense qu'il faut décrire ça. Et quand je vous disais de prendre parole, le contre-pouvoir, c'en est des contre-pouvoirs. De dire que cette façon de gérer-là, ça joue contre l'autonomie professionnelle, mais ça joue contre les patients. Je ne sais pas si vous connaissez les Magnet Hospitals. Ça vous dit quelque chose? C'est fondamental. Bon, c'est quoi le Magnet Hospital? Qu'est-ce qui a été le secret du Magnet Hospital? C'est la capacité des professionnels d'exercer leur expertise pour les patients. Et que tout l'appareil supportait les cliniciens justement à réaliser ça. Vous êtes d'accord que le lean management, c'est pas ça? Vous êtes d'accord que la loi 10, c'est pas ça? Je pense qu'il faut ça. Quand je dis les contre-pouvoirs, pour moi, sont évidents. Puis, je termine. Pour moi, la plus grande force des contre-pouvoirs, c'est montrer que les évidences scientifiques vont à l'encontre de ce qui est là. Que dans le fond, ce n'est pas vrai, selon moi, que Barrette va atteindre les effets escomptés. C'est pas vrai, ça va être l'inverse. À un point tel que je fais le procès d'intention. C'est ce qu'il veut.
Il veut privatiser le système, il veut médicaliser le système. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas son comportement. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il n'est pas fou. Donc, fondamentalement, il y a une rationnelle. Moi, la rationnelle avec laquelle je me permets d'interpréter ce que M. Barrette fait, c'est la privatisation du système et la médicalisation du système, et particulièrement dans les mains des médecins spécialistes. Regardez le super clinique, c'est quoi? Fondamentalement, on transfère les CLSC au super clinique, mais pas sa base. Pourquoi on ne transfère pas sa base au super clinique? Parce que ce n'est pas rentable à l'acte. C'est trop tough, fondamentalement. Donc, c'est tout le volet de la mercantilisation de la pratique médicale, je pense, dans lequel Barrette est. Puis, dans le fond, je vous dirais, c'est l'esprit, la façon de passer des deux fédérations médicales. Ils conçoivent la pratique comme étant une entreprise à profit. Et c'est ça que ça donne comme... Et Barrette vient de là. Donc, je ne suis pas surpris de ça. Je fais un procès d'intention en disant ça. OK, il ne l'a jamais mentionné, mais je ne suis pas trop loin de la réalité. Les cas, je ne sais pas. On pourrait prendre Paul Lamarche, l'amener en tournée. Et est-ce que... Tu sais, parce que ce que tu dis, Paul, c'est entre guillemets, faire de la politique. Mais dans le bon sens du terme, ce qu'on fait là, c'est faire de la politique. Collectivement, on prend la parole et on propose des façons de faire. Ce que tu fais, Isabelle, en lançant SAPSA, c'est pas ça que tu voulais faire à l'origine, mais ce que tu es rendu à faire, c'est faire de la politique. Je pense que tu as un politicien par jour qui vient visiter la clinique, à peu près. Non? Puis il y a quelque chose là-dedans aussi sur la réaction du ministre en ce moment, puis la réaction du réseau, c'est de dire on n'a pas le droit de faire de la politique. Commencer à critiquer le système, commencer à dire les choses ne fonctionnent pas bien, ou on pourrait faire mieux, ou on pourrait faire différemment, ou ici ça ne marche pas, ou on pourrait... La réponse est de dire on n'a pas le droit de penser en dehors du ministère, en dehors du ministre, on est supposé obéir. Puis il y a cette notion de un ministre, qui est notre leader suprême, qui donne ses consignes, et un réseau qui obéit. Et c'est qui a le droit de faire de la politique? Puis comment, à quoi ça ressemble la politique, la bonne politique, celle qui va ultimement faire en sorte que des soins sont offerts, que les gens sont heureux, que le réseau livre la marchandise? Bien, à la base, je pense d'avoir un ministre qui connaît le système de santé, mais qui n'est pas médecin, ça l'aiderait aussi, tu sais, d'avoir, je ne sais pas, un ergothérapeute ou quelqu'un qui connaît une infirmière, je ne voulais pas prêcher ma paroisse, mais oui, ou tu sais, quelqu'un qui étudie le système de santé, mais qui n'est pas autant impliqué. Tu sais, je veux dire, le ministre Barrette était quand même président de la Fédération des médecins spécialistes, là. Tu sais, il sait comment négocier avec le gouvernement, là. Il est allé au front, puis là, il se retrouve dans l'autre position, je veux dire. Mais tu sais, les principaux responsables à la base, là, c'est nous qui avons élu ce gouvernement-là quand même, tu sais. Je pense que, tu sais, notre plus grande force politique, ça va être dans 2 ans, quand on va aller dans l'isoloir, là, tu sais, je crois. Moi, ça m'inquiète quand je vois les niveaux de popularité de ce qui se passe en ce moment dans les journaux, là. Je suis très inquiète. Moi, je pense que, un peu comme Isabelle dit, ça prendrait quelqu'un à la tête qui ait une réflexion en termes de processus, un peu comme un ingénieur, là, pour voir tous les processus de la complexité, davantage qu'un médecin. Moi, ce qui m'achale un peu de la culture du ministre Barrette, mis à part le fait que c'est très autocratique et plénipotentiaire, et bon, voilà, c'est que il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu au fédéral avec M. Harper. Il y a quelque chose qui s'inscrit exactement dans cette ligne de pensée-là, des conservateurs, pas au sens partisan du terme, là, au sens de tout évaluer en fonction de l'argent. Et ça, c'est loin de notre culture à nous. On s'éloigne aussi de la question de Damien, mais je veux faire ce lien-là parce que je pense que ce qui a fait en sorte qu'on s'est tanné, on a vu un peu l'expression de ça par la vague orange à un moment donné. Et là, je pense que pour faire de la politique, c'est tout simplement de permettre à chaque personne ou à chaque regroupement de s'exprimer et de continuer de s'exprimer malgré tout. Que les gens se mobilisent, c'est la première caractéristique nécessaire, je pense, à faire de la politique, et pas au sens partisan du terme, mais exprimer démocratiquement son avis, son accord, son désaccord, le dire. Et plus on va le faire à petite échelle, plus ça va grandir. C'est un peu le principe des réseaux sociaux, une espèce de Facebook. Je pense qu'il ne faut pas renoncer. En ce moment, l'envie, le réflexe, en tout cas des gens que moi je représente ou que je côtoie, c'est plus de dire... Écoute, on en a déjeuner, dîner, souper, ça prend 7 jours, il faut être disponible 7 jours sur 7, on n'a même pas le temps de penser. Bon,
Alors, ils se cachent derrière ça aussi, tu sais, parce que je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et l'intégrité de se dire, wow, qu'est-ce qui arrive? Où est-ce que je me situe là-dedans? Ça ne veut pas dire de remettre sa job en péril, là. Ça veut juste dire de réfléchir et de dire, bon, bien, peut-être que si j'en parle à mes collègues, peut-être que si moi-même je prends conscience de cette attitude-là puis que je désire de la changer, bien, c'est comme ça qu'on fait de la politique, hein? Ça va finir par changer quelque chose. La force, c'est nous qui l'avons. Isabelle dit, quand on vote, oui. Et la transposition de l'impact de ce vote-là, j'espère qu'elle va être dans l'esprit des gens quand au moment où ils vont apposer leur X ou leur Y. Moi, je vous dirais, ça dépend comment on définit la politique. Si la politique, c'est de la partisanerie, peut-être qu'il faut se faire élire. Et si la politique, comme je pense qu'il y a la définition, c'est la gestion du bien public, du bien collectif, tout le monde est impliqué là-dedans. Et l'autre élément, je vous dirais, ça dépend comment ce qu'on appelle la démocratie. Si la démocratie, c'est l'implication de tout le monde, justement, dans la gestion du collectif, c'est parfait. Si la démocratie, c'est de voter une fois tous les 5 ans, là, c'est pas correct. Donc, pour moi, ça dépend. Puis, je peux pas... Mais le meilleur exemple que j'aurais pour Dr. Barrett, c'est la santé publique. Quand il disait que de se préoccuper de la redistribution de la richesse, c'est faire de la politique. De se préoccuper de l'impact que l'échangeur turco va avoir sur la santé, c'est faire de la politique. Plutôt que de considérer ça comme étant de la gestion de la chose publique. Moi, je pense qu'on s'en va de plus en plus, je peux me tromper, mais dans une démocratie qui est beaucoup plus implicative, où les gens vont graduellement, comme ce soir, s'impliquer dans des débats politiques et aller là-dessus, plutôt que d'aller voter juste une fois tous les 5 ans là-dessus. Et je vous dirais, c'est d'autant plus vrai quand il y a un écart énorme entre ce que la population pense puis ce que les partis politiques donnent. Puis ce que je vous dirais là-dessus, encore plus que ça, pensez-vous c'est de la démocratie, la ligne de parti? Quand tous les députés doivent voter ce que le premier ministre dit, c'est quoi la base? On devrait voter par rapport à ce que le constituant passe, et non pas le premier ministre. Donc, on a à repenser la démocratie. Si effectivement il considère que la démocratie, c'est un vote à tous les 5 ans, si la politique, c'est de la partisanerie, peut-être qu'il a raison. Mais je pense qu'il y a tort dans les deux définitions qui se donnent. Je pense, moi, personnellement, c'est peut-être ma naïveté d'étudiante, là, mais ça me stresse pas particulièrement les élections. Parce que, je veux dire, on regarde, SABZA existe maintenant, malgré la réforme du Dr. Barrett. Fait que, il y a toujours moyen, surtout pour les infirmières, je pense que c'est important qu'on soit plus au courant de qu'est-ce que la loi nous permet de faire. Par exemple, il n'y a rien que SABZA fait qui est illégal. La loi canadienne, la loi québécoise permettent aux infirmières d'être complètement autonomes. On n'a pas besoin on n'est pas obligé d'avoir une supervision. C'est juste que pour avoir du financement public, on doit avoir un médecin sur place. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche, comme dit M. Lamarche, c'est plus facile d'avoir un pardon qu'une permission. Bon, on préfère beaucoup plus, puis là, c'est facile à dire, là, on s'entend, l'innovation, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut apprendre à être à l'aise avec notre rôle, connaître bien notre rôle, puis pas se laisser écrabouiller un peu par la culture qui nous retient de toute créativité puis de transformation. Fait que, puis, en ce moment, grâce au Dr. Barrett, il y a des voix qu'on jamais on aurait entendues qui se font entendre. Fait que je pense que c'est quelque chose dont il faut profiter. Puis je veux dire, on avance beaucoup en ce moment malgré ce qui peut paraître. Je ne sais pas si on avance dans le bon sens, mais moi, je rapporterai une anecdote aussi, par contre, qui m'a marqué. À l'ACFAS, la semaine dernière, il y a un directeur de santé publique que je nommerai pas pour son propre bien, là, mais qui parlait du rôle des chercheurs dans la société, puis qui disait un chercheur, là, ça peut prendre la parole en public, mais pas professionnellement. Là. Ça peut faire ça comme un citoyen dans ses temps libres, mais pas comme chercheur, parce que ça, c'est de la politique, puis on n'est pas supposé faire de la politique. Et pour moi, ça c'est vraiment le message qu'actuellement le système envoie, puis ça l'envoie à des gens comme moi, comme chercheurs, ça l'envoie à des professionnels, ça l'envoie au CAN, qui est de dire votre opinion est, sur le fond, elle n'est pas légitime. Votre prise de parole, votre autonomie n'est pas quelque chose auquel vous avez droit. Puis je pense que une des choses qui est importante dans ce que j'entends, c'est cette réappropriation de, non seulement on a le droit de penser, mais on a le droit de s'exprimer. Et on a probablement, je pense au niveau professionnel, on a le devoir d'exprimer une opinion et de l'amener comme un débat public. Comme disait Paul, c'est du débat qui va sortir quelque chose. Et puis ma dernière question avant de passer la parole à la salle serait comment on redonne l'intelligence aux gens qui l'ont perdue? Puis là, je vais être peut-être plus spécifique.
Le titre de l'activité ce soir là, sur la stupidité fonctionnelle, ça vient d'un article que je trouve exceptionnel. Si vous allez sur le blog de l'actualité, vous allez voir un petit papier qu'on a écrit, puis ça s'inspire de cet article-là. Il y a le lien. Mais c'est 2 chercheurs qui ont écrit quelque chose sur comment des organisations arrivent à rendre les gens idiots et quels sont les mécanismes par lesquels on rend les gens plus bêtes que ce qu'ils sont, ou plutôt comment on fait pour éteindre leur intelligence dans leur comportement. Et il y a plusieurs choses qu'on a entendues ce soir qui, pour moi, trahissent cette pensée-là. Mais Paul mentionnait le lean. Et puis, pas juste l'étiquette du lean, mais on voit beaucoup de comportements dans lesquels les gens vont soit avoir recours à la pensée magique. Alors, je vois des cadres se promener en disant « Moi, j'ai ma 2e ceinture lean » ou « J'ai mon badge de telle couleur ». Puis ça, on revient à quelque chose de très primitif, là. C'est un petit peu comme danser en rond autour du feu avec des plumes en disant comme ça va faire pleuvoir. Il y a la même logique. Il n'y a aucune raison pour penser que tes 2 badges vont changer la réalité. Mais là, tu n'as plus de contrôle sur rien. Tu te mets à dire je vais croire au surnaturel. Je vais croire à des choses sur lesquelles, d'un coup, que ça marcherait parce que je suis désespéré. Et on voit aussi des gens se dire mais, oui, je sais que les gens n'ont pas de service. Oui, je sais que les gens ne vont pas y aller au CLSC, mais c'est pas grave, je veux dire, j'ai coché ma petite case, j'ai respecté le règlement, j'ai suivi les 8 éléments de la procédure. Et les gens sont conscients du fait que ça n'a aucun sens, mais en même temps, c'est une conscience qui tout au fond de leur pensée. Dans le concret, ils se disent c'est plus simple pour moi de me comporter d'une façon bête que de faire preuve de mon intelligence. Puis ma dernière question, c'est si on veut redonner aux gens dans le réseau leur intelligence qu'ils ont fondamentalement, comment on rend les membres d'un réseau intelligents? Je peux me permettre d'amorcer une réponse. Je ne pense pas avoir la réponse, mais moi, je crois énormément en le pouvoir d'innovation des petits groupes qui sont dans le réseau et qui font des choses extraordinaires quotidiennement, desquelles on n'entend jamais parler, lesquelles ne reçoivent jamais de prix, mais qui font la différence dans la vie professionnelle, dans la vie organisationnelle et surtout pour le patient. Alors, je ne pense pas qu'on puisse redonner l'intelligence collective parce que en ce moment, on est dans la mise en place d'une structure. On commence même pas à penser à un changement de culture. C'est à nous de la faire. C'est à nous de tisser cette toile culturelle-là qui va représenter nos valeurs, nos institutions. Moi, je suis très fragile. Quand les libertés sont sapées, comme celle de s'exprimer, les libertés pour lesquelles on s'est battu, les libertés pour lesquelles on a des lois qui protègent, c'est pas rien, là, c'est pas... Bon, alors je me dis... Si on parle à ce niveau méta, on risque de se décourager en disant « Voulez-vous récupérer votre cerveau? Ça serait utile. » Bon. Personne n'a perdu son cerveau. Mais les gens se sont fait couper les plumes au bout des ailes. Et il y en a qui, malgré tout, parce que j'en connais, vont rester dans leur petite équipe, dans leur petit groupe, et vont faire, nous autres, on va se mobiliser là-dessus, là. On va prendre un tout petit projet, là, puis ça va améliorer tel type de soins de plaie, ça va améliorer tel type de conditions de travail, ça va... Et ça, c'est même à travers le lean, à travers tous les courants de pensée qui traversent le matriciel. Là. Je veux dire, c'est pas... Là, on parle du lean parce que c'est le dernier qui était à la mode. Oui, bon, puis oui, effectivement, les ceintures, Toyota et compagnie, bon, c'est ça. C'est correct, c'est correct. C'est une philosophie, c'est une façon de penser. C'est faire plus avec moins, bon, parfait. Mais l'intelligence, elle est là. Elle n'est pas morte. Elle est juste un peu amputée. Il faut redonner le souffle. Il faut y croire. Il faut avoir des activités comme ça. Il faut parler. Il faut écrire librement dans les journaux. Il faut se faire chicaner même par le ministre. C'est pas grave. Il faut que... Moi, des fois, je me dis, il doit penser de moi que je suis comme une sorte de mouche. Tu sais. Si quelque part, il doit se dire où c'est qu'elle est. Bon. Mais malgré ça, dans les limites de mon mandat et dans le respect des gens que je représente, je les incite à faire des réflexions, à sortir, à aller plus loin. Je vois pas d'autre façon pour le moment. Peut-être un tout petit peu là-dessus. Écoutez, je pense que je reviendrai à mon premier moyen. C'est que les gestionnaires, tous les gens du réseau considèrent que tout est permis, sauf si c'est explicitement défendu. Juste ça, c'est une vision, ça donne une marge de manœuvre qui me semble être excessivement importante. L'autre élément, c'est sûr que je mentionne beaucoup de tenir compte des évidences scientifiques, mais on s'entend très bien que l'innovation, il n'y a pas d'évidence. Ça n'existe pas, les évidences pour la nouveauté, comme telle. Donc, si on veut créer de la nouveauté, je vous dirais, surtout dans le contexte actuel,
commençons petit et non pas gros. Moi, je disais à mes étudiants, je préfère un petit succès qu'un gros échec. Fondamentalement, donc, commencez fondamentalement avec ça. Et plus vous allez bâtir des succès, plus vous allez être capable de grandir et de faire ces éléments. Le dernier point que je vous dirais aussi, c'est de tenter de faire l'inventaire et de diffuser les succès. Actuellement, au Québec, on diffuse les échecs. Ça serait bon justement de commencer à faire où sont les succès dans ce que vous avez là-dessus et de le publiciser. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'OMS, on avait fait effectivement, on avait fait la santé pour tous en l'an 2000. Écoutez, c'est au millénaire dernier, ça, là. Mais fondamentalement, pour chaque objectif, on avait identifié des pays qui avaient réussi. D'une part, contrairement à ce qu'on pensait, c'est devenu une gloire pour chacun des pays. Et l'OMS nous considère comme étant un succès. Et en plus, ce que ça faisait comme impact, c'est quelqu'un qui voulait réaliser l'objectif mentionné, on lui donnait un nom à qui aller voir. On disait, allez voir quelqu'un, ça s'est fait, ces éléments-là, ils ont réussi. Pourquoi on ne fait pas ça au Québec aussi? Donc, la notion de reconnaître les succès et de diffuser les succès. Puis un succès, c'est vous ce que c'est? Ça a un nom et un numéro de téléphone pour qu'on puisse effectivement contacter ces gens-là si jamais on va embarquer dans ce succès-là. Donc, pour moi, ce n'est pas des grosses théories, c'est des petites choses très simples, mais il faut oser. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ouais. Un autre élément que je voulais mentionner, quand j'étais sous-ministre, j'ai eu, puis là, je vais faire attention, un directeur général de l'hôpital psychiatrique. Dans le temps, les médicaments étaient payés uniquement à l'hôpital. Ils n'étaient pas payés quand on sortait de l'hôpital. Lui, il payait les médicaments pour les patients qui sortaient de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il disait, écoutez, on perd de l'argent. Oui, il paye en ambulatoire, mais il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. Puis moi, je lui disais, je n'étais pas dire son nom. Lui, je lui disais, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est légalement. Il disait pas, amène-moi en cours. C'est toi qui vas avoir de l'info. Puis fondamentalement, c'est vrai. Donc, jamais on a poursuivi ces gens-là. Il a pris quelque chose qui était illégal, mais qui était complètement moral. C'est ça. Je pense qu'il est difficile de dire mieux que ça. La parole est à vous. Les seules règles d'engagement, ça peut être un commentaire, ça peut être une question, c'est d'aller au micro pour qu'on vous entende bien et de s'en tenir à une durée qui permet le partage. Ah, c'est la course vers le micro. Bernard, Bernard a été coiffé au poteau. Une demi-seconde. C'est très drôle parce que pas plus tard qu'hier à l'université, que je vais taire le nom, on apprenait le contraire, que dans le cadre de notre profession, il fallait tout faire, absolument tout, pour être légal, puis ne pas dépasser cette ligne-là. Donc, on parle d'innover, mais on innove chez les autres, on n'innove pas chez soi. Puis l'article sur la stupidité fonctionnelle se termine par un mea culpa des auteurs qui disent que peu d'organisations exhibent un aussi haut niveau que les universités. OK, fait que je veux juste dire ça. Ça va être un commentaire. Puis je vais essayer à travers ça de parler d'intelligence. Quand j'ai rencontré Isabelle Tétu, maintenant, il y a 2 ans, je lui ai dit une chose. J'ai dit, Isabelle, j'ai l'impression de rencontrer Louise Garot des années 2000. Qui était Louise Garot? On se reporte dans les années 70. Le changement social dans les années 70, le changement des systèmes de santé, ça s'est fait beaucoup par la marge. Les organisations populaires, je pense que Anne pourrait nous en parler tout à l'heure, mais il y avait une pression. Louise Garot, qui était-elle? C'était une infirmière féministe qui a lutté pour le droit à l'avortement, pour les accouchements, les naissances sans violence, qui a pratiqué à la marge. Qu'est-ce qui a fait la force du mouvement féministe dans les années 70? Le lien. Les organisations féministes créaient du lien, s'organisaient, créaient d'autres organisations, puis on créait des réseaux. Qu'est-ce qui fait la force de SAPSA actuellement? C'est le lien. Quand Isabelle nous parle des soins, quand elle nous parle comment elle soigne, elle nous parle du lien. Un lien qu'il y a entre Louise Garot et Isabelle, puis d'autres mondes aussi, c'est quoi? C'est l'engagement. Isabelle ne se définit pas comme une infirmière, c'est une soignante, puis quand on regarde son parcours, elle est devenue infirmière, comme elle dit, c'est un accident de parcours. Pourquoi? Parce que son objectif, c'était de soigner. Et le soin ici a une dimension politique, pas politique partisane, l'engagement. Prendre soin des plus vulnérables. Une société qui ne prend pas soin de ses vulnérables, c'est une société qu'on ne peut pas respecter. Fait que l'intelligence vient comme un cerveau, ça fonctionne comment?
Ça fonctionne par le lien. Les neurones font du lien. Alors, pour créer du changement, pour créer de l'intelligence dans notre société, il faut refaire du lien. Pas juste par Facebook, par des idées comme ça par exemple. Pourquoi les médias ont embarqué? Pourquoi la population, beaucoup de gens ont embarqué? Parce qu'il y a une étincelle à travers ça, puis c'est capable d'allumer des neurones citoyens. Alors, je pense que le changement est possible, mais dans le lien. Et finalement, je dirais aussi, par rapport à ce que tu disais, Damien, moi, j'ai une position, puis c'est là, je pense que tu la portes aussi, faire une science de plein air. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui sont dans les universités puis qui ferment le gueule derrière les portes closes. Le devoir d'un scientifique, le devoir d'un chercheur, c'est de dire, comme dirait Foucault, la parésia, c'est le dire vrai. J'ai vu, je dis. Alors, un scientifique a le devoir de créer du débat. Aragon, Dodio parlait d'intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui le regarde de bas, puis qui crée du débat. Merci Isabelle, merci tout le monde d'exister. Je ne sais pas si y a une réponse là-dessus, mais tantôt j'ai coupé un peu brièvement. Mais par contre, je pense que ce que tu amènes est assez bon parce que là encore sur... est-ce que c'est le bon message? Est-ce qu'une faculté qui forme des professionnels devrait leur dire avant toute chose, respecte la loi et ne va jamais au-delà de ce qu'on te permet? Puis là, c'est qui te permet? J'aurais envie de passer cette question à nos deux infirmières sur le panel. Là. Une infirmière, ça obéit ou ça teste la limite? Ça va dans le gris? Ça devrait pas? Mais c'est sûr que quand tu es ces bancs d'école, moi, j'ai fait mon bac initial, puis ils nous donnaient des cours de discipline infirmière, puis, tu sais, de contrat légal, puis là, ça avait donc l'air épouvantable. Là, quand tu arrives sur le marché du travail, il n'y a plus rien qui tient. Tu sais même pas, tu sais plus ce que tu as vu à l'université. Fait qu'on dirait que ça te prend une couple d'années avant de graviter puis de connaître ton milieu. Après, je pense que c'est ton tempérament qui va faire. Tu vas dire, ben ça n'a juste pas de bon sens. Oui, il faut que je m'arrête à ça, là, mais là, ils vont. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils vont m'envoyer en prison? Non? On y va. Tu sais, fait que, je veux dire, j'ai jamais, tu sais, comme clinicienne, il y a certaines prises de sang qu'on peut pas faire si on n'a pas une prescription. Moi, il y a personne qui m'a envoyé en prison pour une formule sanguine, puis je perdrai pas mon permis. Fait que, tu sais, je le faisais, tu sais, puis je me disais, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va chialer. Puis personne n'a chialé. Mais, tu sais, c'est pas selon le règlement, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te serves aussi de ta tête de dire, bien, tu sais, là, on sauve du temps, on sauve de l'argent, on sauve tu sais, on aide la personne. Mais, tu sais, c'est sûr que quand tu es à l'université, je pense qu'à quelque part, ils n'ont pas le choix de donner des balises, tu sais, mais c'est après, je pense, une couple d'années de pratique que tu es capable de dire, bon, ben là, j'ai fait faire ça à ce patient-là, je vais en parler au médecin après, je sais, je travaille avec ce médecin-là, ça, tu sais, ça va bien aller, mais c'est sûr que de juste rester dans le règlement, puis on les voit, les filles sur le terrain ou les gars sur le terrain qui restent dans le règlement, qui ont toujours eu des A+ à l'université. Puis, tu sais, je chiale pas contre les A+, là, mais tu sais, il y a des gens qui sont très, très, très redneck, là, tu sais, à l'université, puis ils gardent ça. Puis quand ça arrive sur le terrain, ben ils sont plus capables de travailler parce que il faut que tu débordes du cadre un petit peu, là, pour pouvoir faire ton travail comme il faut, là. Mais juste quelque chose, parce que moi aussi, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des balises. On a un code déontologique, c'est important de le connaître, de le respecter et tout, mais c'est parce que le système, en ce moment, ne nous permet pas de travailler à l'intérieur de notre cadre de déonto. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait que quand tu es à l'hôpital, je veux dire, tu fais toutes sortes d'affaires qui sont complètement à l'extérieur de ton code de déonto, puis, je veux dire, c'est des pratiques acceptées, tout le monde le fait, c'est tes collègues, parce que il y a tellement de contradictions dans le système. Tu sais, comme par exemple, je travaillais à l'urgence. C'est sûr c'est nous qui voit les patients avant le docteur. On ne va pas y faire attendre de 6 heures avant d'y installer un soluté ou prendre nos prises de sang. Tu sais, puis au pire, on laisse nos prises de sang sur le bureau le temps qu'on... Mais on va pas... Tu sais, il y a toutes sortes de petites choses comme ça que c'est sûr que tu feras pas au travail. Tu n'attendras pas sagement dans ton coin que quelqu'un te dise « OK, vas-y ». Tu sais, tu y vas parce que c'est ton rôle de garder une certaine... C'est ta responsabilité légale, à quelque part, que ton patient reste en sécurité. Mais on peut pas, c'est impossible de fonctionner à la lettre de notre code de déonto en ce moment dans le système tel qu'il est construit. Ça se peut juste pas. Fait que, je veux dire, il n'y a pas une seule infirmière ici, s'il y en a, qui s'est jamais dit, tu sais, peut-être pas d'aller en prison, mais ils vont-tu m'enlever ma licence? Ça, par exemple, ça arrive des fois, tu sais. Parce que tu es confronté à des choix impossibles. Moi, je me suis déjà arrivée, je suis partie en pause, puis surprise, en revenant de la pause, j'avais 2 patients dans un même petit
je veux pas dire enclos, là, mais ça ressemble un peu à ça. Mais tu sais, un cubicule. Puis avec juste une affaire pour de l'oxygène, puis les deux, ils en avaient besoin. Puis j'avais dit avant, s'il te plaît, je sais que tu veux me mettre... Tu sais, je parlais à ma boss, puis je dis, tu sais, tu peux pas faire ça. S'il arrive de quoi, je sais pas. Puis là, elle me dit, OK, je le ferai pas. Puis là, j'arrive de pause, puis pouf, ils sont là, tu sais. Fait que là, je veux dire, on travaille constamment dans des conditions comme ça. Puis, je veux dire, une fois que tu es arrivé, c'est peut-être ça un peu la stupidité fonctionnelle. J'ai pas arrêté de travailler pour dire je suis en grève, tu sais. Il était là. Fait que j'ai ma stupidité fonctionnelle, si tu veux, embarquer. Puis il fallait que je deal avec cette situation-là. Mais on est rendu experte infirmière à dealer avec ce type de situation-là. On peut dealer avec une petite crise de patience sans problème, mais ça nous empêche, je veux dire, c'est une des forces de cet article-là, c'est que la stupidité fonctionnelle, c'est pas pour dire qu'on est des épais. Ça vient plutôt dire, regarde où est-ce que tu mets ton cerveau. Puis peut-être que ce serait bon d'élargir un peu ton cerveau, d'aller un peu plus loin que dans qu'est-ce que tu fais dans le ici, maintenant. Tu sais? Puis pour voir justement les problèmes qu'il y a au travail, c'est plus large que toi. Puis c'est politique. Puis c'est correct d'avoir des opinions politiques. Puis je veux dire, les infirmières, en termes de l'égalité, je veux pas rentrer dans l'histoire des grèves de 89 et 99, mais je veux dire, les infirmières ont été en situation d'illégalité dans leur ensemble pendant certains cas, plusieurs jours et semaines. Puis... Mais c'est toujours le recours au cerveau. Parce que quand on pense, tu as mentionné grève, mais quand on pense, quand on parle d'une grève du zèle, par exemple, qui est un moyen de pression. C'est quoi une grève du zèle? C'est que tu fais tout by the book. Et en fait, n'importe quelle organisation où tout le monde met son cerveau sur off puis fait by the book dysfonctionne complètement. Ce qui veut dire que c'est pas le règlement qui fait fonctionner l'organisation, c'est le jugement et l'intelligence des personnes. Donc, si tu présumes que tu obéis sans penser, t'es faite. Donc, tu es obligé de penser, et parfois penser implique d'être un petit peu à côté du règlement. C'est la délinquance contrôlée ou raisonnée. Bonjour. Quelque chose, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est à quel point les gens vont peu dans les marges. Ils exploitent peu la marge de manœuvre. Puis, je trouve ça très intéressant qu'on ait eu des citations de Hannah Arendt tout à l'heure, parce que ça évoque toute l'obéissance ordinaire à un peu n'importe quoi, à des règles. Puis, ce qui m'étonne aussi, c'est pourquoi est-ce que il n'y a pas des administrateurs qui disent non. Parce qu'il y a tellement une unanimité contre les réformes que c'est très étonnant qu'il y ait une obéissance aussi unanime. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Je pense que la question s'adresse à moi. Écoutez, je me pose la même question. Les gens qui occupent les fonctions de haute direction, et là, j'inclus les PDG, PDGA, les gens qui sont en relation directe avec le ministre, sont des gens qui aussi ont beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences et beaucoup de discernement et beaucoup d'intelligence organisationnelle, beaucoup d'expérience. Et ces gens-là ont accès au ministre sur une base privilégiée, si on peut dire. C'est des gens qui le voient en réunion, c'est des gens à qui ils s'adressent, à qui ils donnent les directives qui vont descendre dans le réseau. Et je suis toujours étonnée de l'acceptation des mandats. Et je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure, Damien et moi, à quoi attribuer? Est-ce que c'est parce qu'on veut y croire? Est-ce que c'est parce que le ministre a réussi à les convaincre de son très puissant pouvoir de conviction et sa très grande capacité à communiquer? Est-ce que c'est parce que ces gens-là conservent un pouvoir? Parce qu'on s'entend qu'ils rentrent 32 ou mettons 16 PDG dans le bureau du ministre, et s'il ferme la porte, c'est le réseau de la santé et des services sociaux qui est là. Et là, on nommait les 35-40 000 personnes qui gravitent autour, là, mais ça doit donner une espèce de power, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est par besoin d'influencer? Toutes ces questions se posent. Pourquoi ne pas dire non? La réponse est quand même assez facile à trouver, là.
pourquoi ne pas dire non pour garder ma job, tu sais? Parce que, je veux dire, je me souviens d'avoir appelé le ministre à un moment donné, au moment où il faisait son choix de PDG, puis j'avais lu je pense que c'était dans Le Devoir, ou dans la presse peut-être, où le ministre disait à la journaliste, je suis très heureux de voir que les gens sont contents, ils sont heureux de participer à la réforme. Je me suis couchée le soir et je me suis dit, mais voyons donc, pourquoi il dit ça? Alors, je l'ai appelé puis j'ai demandé, est-ce que c'est parce que c'est ça qui est écrit à la fin des CV? Je serais heureux de collaborer et de participer à la réforme. Il m'a dit, ben oui. Difficile de trouver une réponse. Je m'excuse, mais je me pose les mêmes questions. Peut-être très rapidement là-dessus. Ils sont pris, dans le fond, en conflit d'intérêts. Hein. Ils ont accepté de faire la job. Donc, de renier la job pour laquelle ça leur a été confié, il y a effectivement un problème sur ces éléments-là. Moi, ce que je vous dis, ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur, c'est qu'ils sont complètement isolés. Ils n'ont plus d'association, ils n'ont plus de collectivité pour être capables de ramasser leur opinion. Il y a les sondages, là. Mais je me souviens avant, quand il y avait les associations à l'établissement, on allait là du ministère, et on échangeait, on avait des possibilités qui étaient énormes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'on n'a plus des évidences, on a tout simplement des anecdotes. On a des cas isolés. Pourquoi? Parce que le système empêche de ramasser les évidences. C'est tout un paquet d'anecdotes et c'est sûr que quelqu'un ne prend pas une position sur la base d'une ou deux anecdotes. Donc, et les associations auraient besoin de ramasser les anecdotes pour que ça devienne une évidence comme telle. Et je pense que s'il y avait ça, il y avait l'autre élément, c'est qu'ils ne veulent pas sortir individuellement, publiquement. Et je les comprends aussi, là, vous savez très bien, mais ça prend des associations. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que Bernard a mentionné tantôt. Un élément fondamental, c'est les liens. Puis je pense qu'il faut réétablir les liens que le ministre a brisés. Ça peut devenir fondamentalement un facteur avec lequel les gens vont exprimer davantage ce qu'ils ressentent. Juste compléter un peu ce que M. Lamarche disait, c'est qu'ils ont quand même... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'association à ce niveau-là, c'est l'équivalent des sous-ministres, mais ils ont beaucoup de collaborations en provenance de différentes universités. Notamment à HEC Montréal et avec le pôle santé et les experts professeurs qui viennent soutenir la mise en place en accompagnement pour les PDG. Là. Ils ne sont pas quand même livrés à eux-mêmes, contrairement à ce qui se passe en dessous, là, aux dirigeants qui sont sous eux. Ils sont accompagnés par un groupe select et choisi par le ministre d'académiques. Il faut quand même noter, parce que moi, j'ai appris par deux sources différentes. Fait que je considère que c'est vrai que je suis sur une autre liste select, celle des chercheurs avec qui il est interdit de collaborer dans le réseau. Donc, je me suis fait sortir d'un projet récemment là-dessus. Et donc, il y a des listes différentes. Et on voit par contre la même mentalité de contrôle, c'est-à-dire des gens ont été choisis pour des postes parce qu'ils ont accepté de faire le job, et ils sont accompagnés par des chercheurs qui ont accepté de jouer la game. Il n'y aura pas de critique publique, il n'y aura pas de débat public, il n'y aura pas de données publiques. Et ça reste un jeu de fermeture. Puis je reviendrai sur l'idée de Paul. Il faut recollectiviser ça. Tant qu'on est une petite personne, c'est difficile. Si on commence à se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes, c'est plus facile. Puis, je sais que c'est un peu galvaudé là, de parler de régime soviétique, mais dans les analyses sociologiques de pourquoi le régime soviétique s'est écrasé, il s'est écrasé quand les gens avaient tous l'impression qu'eux, ils étaient contre le régime, mais que personne d'autre. Fait qu'ils se taisaient parce qu'ils avaient l'impression que sinon, ils allaient finir en prison avec Isabelle. Mais le jour où les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient tous d'accord avec ça, c'est juste que personne n'osait le dire. Là, le régime s'est complètement écrasé. Tout le monde riait ensemble devant le journal en disant « Hey, as-tu vu les niaiseries qu'ils nous ont publiées? » Et quand il va y avoir un petit peu cette prise de conscience collective, bien, je pense que c'est de là que peut venir un changement. Puis un changement pas juste un changement de politique partisane, un changement de dynamique du réseau. Bonjour. Je veux revenir, tout à l'heure, c'était intéressant sur la question de travailler à côté des règles, des procédures et tout ça. Moi, j'ai quitté le réseau il y a 1 an. Donc, pour moi, la réforme de la loi 10, j'y croyais pas. J'étais directeur général adjoint dans un établissement. Et donc, j'ai préféré quitter. Mais j'ai quand même observé, là, puis travaillé dans ce réseau-là depuis près de 30 ans. Ce que j'ai observé, moi, c'est drôle, hein, ce réseau-là est beaucoup appuyé sur des comportements discrétionnaires
de toute la machine, beaucoup chez les professionnels, les intervenants et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des procédures, il y a des règles, il y a des ordres, il y a des lois, il y a de la réglementation, mais il y a énormément, dans les milliers et les milliers d'actes et d'interventions chaque jour, que ce soit clinique et administratif, beaucoup de comportements discrétionnaires qui ne sont pas codifiés et ce qui supporte beaucoup les organisations. J'ai lu, au début des années 2000, une étude du groupe Cyrano qui avait démontré que dans les organisations, l'élément le plus déterminant de l'adoption de comportements discrétionnaires, c'était le sentiment d'appartenance à l'organisation et le sens qu'on donne à ces organisations-là. Ce qui m'amène à dire que moi, actuellement, ce que j'observe de l'extérieur maintenant, mais pour le connaître de l'intérieur beaucoup, le système de santé au Québec est très menacé à cause de ça. La perte de sens, la perte d'adhésion, les méga-structures, le social qui est complètement écarté au profit du médical, l'hospitalocentrisme, le clinico-centrisme versus, effectivement, le développement communautaire. On peut bien critiquer longuement sur les CLSC, mais c'est une création innovante, intéressante malgré tout au Québec, qui réalise des grandes choses. Plus ou moins grandes, dépendamment où on est situé au Québec, malheureusement, mais ça reste... Donc, ce système-là est menacé actuellement. Moi, j'ai été un partisan, effectivement, de la recherche de l'innovation, de l'amélioration par les petits projets, effectivement, la mobilisation des équipes, des choses comme ça. Mais actuellement, ce n'est pas l'enjeu qui nous menace. Je pense qu'actuellement, c'est l'intégrité du système, puis je suis obligé de rejoindre l'analyse que fait M. Lamarche. Il y a probablement un autre agenda derrière ça. Et il y a une urgence d'agir, il y a une urgence d'avoir une mobilisation, puis d'avoir des voix qui s'élèvent. Parce qu'effectivement, les voix ont été bâillonnées. Hein. Cette loi-là parle d'un changement de gouvernance et d'abolition des agences, mais on n'a pas aboli les agences, c'est les établissements qu'on a abolis. On a aboli des directions d'établissement, on a aboli des conseils d'administration, on a aboli des structures bien avant le commissaire à santé au bien-être. Donc, les voix ne sont plus là. Je remercie M. Lamarche, ses collègues, Damien. On voit des chroniqueurs politiques dans les journaux, mais on manque cruellement de voix actuellement pour dénoncer ces attaques-là sur le réseau de la santé. Où est le monde de la santé publique? Pour parler actuellement, pour dire qu'est-ce qu'on fait de la santé publique dans le réseau de la santé actuellement? Où est le débat? Ce développement-là qu'on avait réussi de peine et de misère en 35-40 ans, il n'y a plus de voix. Bon, on va dire, nos directeurs de santé publique sont bâillonnés. Ouais, mais il me semble qu'ils ont une voix, Il me semble, en tout cas. Je me permets d'apporter cet élément-là. Ma vision est peut-être sombre. J'en suis sorti parce que je n'y croyais pas. Mais comme observateur à l'extérieur, je suis en train de dire, notre système, il est menacé. Donc, on n'est pas sur les petites innovations à la marge, là. On n'est pas sur la recherche d'amélioration. C'est l'intégrité du système. Voilà, c'était mon témoignage. Merci. Moi, j'appuie beaucoup à ce qu'il vient de mentionner. Je vais vous donner certains exemples. On a effectivement au Québec, au cours des dernières années, coupé de façon drastique dans le budget de la santé publique. On est la seule province au Canada qui avons diminué les investissements en santé publique partout ailleurs, ils l'ont augmenté. Le ministre a mis énormément d'accent sur couper les postes de cadre pour équilibrer le budget. Savez-vous quel est le pourcentage des dépenses qui sont en frais administratifs? 2,8 %. On est l'une des provinces qui investissent le moins dans l'administration. Et je vais vous dire quelque chose de plus. Avec le budget qui existe actuellement, qui augmente de 2,4 % des dépenses, les médecins vont augmenter de 6,2 %. Va donc falloir couper 278 millions dans le réseau pour payer les médecins. C'est légal, mais c'est complètement immoral. Et je pense que là-dessus, vous avez raison, il faut se lever par rapport à ces éléments-là. On parle beaucoup d'intelligence, mais je pense que c'est important de parler de valeurs aussi, parce que, je veux dire, c'est sûr que le docteur Barrette a des valeurs complètement différentes aux miennes, aux vôtres. Fait que c'est dur d'avoir un débat sur le réseau de la santé au Québec si on ne reconnaît pas qu'on part de deux points de vue complètement opposés. C'est sûr que si tu penses que les médecins sont le centre de l'univers en santé, je veux dire, tu vas avoir certains points de vue, puis tu vas sûrement être capable de trouver des études à quelque part qui supportent ton point de vue, comme l'autre côté est vrai aussi. Fait que je pense que comme société aussi, au Québec, il faut qu'on décide, on veut-tu un système de santé publique? Si oui, il est basé sur quoi? Je veux dire, il y a beaucoup
le Ottawa Charter, je veux dire, il y a eu beaucoup de discussions au Canada puis au Québec à travers les années sur c'est quoi qu'on veut comme système de santé au Québec, au Canada. Est-ce qu'on a besoin d'une autre discussion là-dessus? Je ne sais pas, mais je veux dire, il y a des éléments qui sont là. Fait que c'est quoi qu'on veut défendre comme valeur fondamentale ici, qu'on veut que ces valeurs-là soient reflétées dans le système de santé? Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de privé, comme le Dr Barrett fait de plus en plus ouvertement, qui parle de privatisation, etc., ou on veut un système qui est basé vraiment sur les soins, sur les soins primaires, sur le patient au centre, les communautés au centre des préoccupations en santé. Fait que je pense, je veux dire, c'est important de comme clarifier ça aussi quand on a des débats sur ces questions-là, parce qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. Merci beaucoup ce soir, c'est excellent. J'essaie de trouver les bons mots. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est plusieurs idées, surtout qu'on est en train d'observer des symptômes de problèmes de carence démocratique qui existent dans notre société, qui est exprimé dans des institutions un peu partout, surtout dans le réseau de santé, et qui nous donne comme symptôme un homme comme Dr Barrett. Et bien sûr, on ne peut pas toujours tout simplement traiter les symptômes, il faut traiter la racine du problème. Mais des fois, ça fait du bien de traiter les symptômes aussi. Donc, ce soir, je vais envoyer une lettre ouverte que je vais signer qui demande pour la démission de Dr Barrett. Je vous invite, si vous voulez, de signer ma lettre. J'ai écrit un petit... C'est ça qui est merveilleux avec notre ère, c'est que partout où on se déplace, nous avons les outils entre nos mains pour participer démocratiquement dans la société. Donc, voici ma lettre. C'est une ébauche. Je suis ouvert à n'importe quelle suggestion. Mais voilà. Donc, lettre ouverte. Nous constatons que la gestion du réseau de la santé au Québec est grandement déficitaire. Il y a un manque de consultation, de démocratie, de bien-fondé scientifique et d'innovation. Il existe une culture de peur, de myopie et de paralysie. Par conséquent, l'avenir de la santé au Québec est sombre. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrett, est responsable de cette gestion déficitaire et doit en rendre compte. Nous demandons, en tant que citoyens, citoyennes, professionnels, chercheurs, parents et grands-parents, que Dr Barrett démissionne de son poste. Par la suite, nous demandons qu'une personne profondément centrée sur les valeurs de la consultation, de l'innovation, de la démocratie et de soins humains de qualité prend sa place. Donc, si vous voulez signer ma lettre, je serai ici. Je m'appelle Duncan. Je t'appelle comme Duncan. Et si on la signe en croisant les doigts, est-ce que ça va marcher plus? Oh, moi, je suis déjà brûlé, moi, c'est bon. En fait, je veux pas répéter tout ce qui a été dit. Moi, je me questionne un peu parce que on s'entend sur le complot de la privatisation que personne n'ose, non, pas que personne n'ose prononcer, mais j'utilise le mot complot, mais c'est gros, là, sauf que tout le monde le sent que c'est vers ça. On a rendu les structures inefficaces, puis on va arriver avec les super-cliniques quand que les CLSC ont été affamés depuis... on les a pas rendus efficaces, puis on va dire ils n'ont pas été efficaces, fait qu'on va les remplacer par des structures qui sont donc plus merveilleuses, privées, puis tout ça. Mais au-delà de ça, il y a la fatalité que les patients vivent aussi, parce que quand ils sont face à la maladie puis qu'on leur dit « ça va te prendre 6 mois avant d'avoir tes résultats », n'importe qui ici, je pense qu'on y pense au privé, où on est allé, ou le comprendre pourquoi les gens font ce choix-là, c'est facile. Puis mon questionnement, c'est plus là, en fait, si vous avez des réflexions là-dessus, de comment est-ce qu'on réapprend où on fait revivre le sentiment aux gens que c'est pas une fatalité, ce système de santé-là qu'on a affamé pendant des années, puis qu'on pourrait avoir un service de santé qui est au service de l'humain. Puis bon, là, c'est vraiment loin de la mentalité de M. Barrett avec toutes les structures
qui sont au centre de nos discussions quand, en réalité, on met le monde là-dedans parce qu'on pense pas à d'autres choses pendant qu'on pense à la réorganisation. Là, il y a tout ça. Fait que je sais pas si c'est un peu une question large, mon enfant, puis je suis pas sûre qu'il y a une réponse facile, mais c'est vraiment l'idée de la fatalité qu'on a convaincu les gens, pas juste au niveau de la santé, mais dans tous les secteurs de la société, l'économie au service des gens, au lieu des gens au service de l'économie, là, ça se découle. Puis, je dirais aussi sur les données empiriques dont vous parliez tout à l'heure, c'est sûr que les gens... Si M. Barrette était réellement, puis je dis M. Barrette, mais je pense les gouvernements des dernières années au complet, s'il était réellement sérieux, il investirait dans le logement social, il investirait dans la prévention en pauvreté. Fait qu'il y a comme, pour moi, les succès à petite échelle, tu sais, je pense que c'est vraiment une solution viable, mais comment est-ce qu'on fait pour redonner aux gens l'idée que c'est possible que ça soit différent, puis tu sais, que en encourageant le système privé, on contribue à affaiblir de l'autre côté. Pendant que les gens ramassent leurs idées, l'impact ou l'intérêt qu'on a pour le système de soins et les décisions qu'on est en train de prendre dans d'autres secteurs, je pense au CPE en ce moment, l'éducation, on est en train de faire des choses qui sont fonctionnellement stupides. C'est-à-dire, si l'objectif est de produire de la santé dans nos sociétés, on n'est pas en train de mettre l'argent à la bonne place en respectant les ententes qu'on a signées avec le syndicat des médecins spécialistes, entre autres. C'est collectivement un exemple de stupidité fonctionnelle. Peut-être un petit élément là-dessus, j'ai pas de réponse. OK? Des idées. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment se fait que Barrette a eu l'appui de la population autant qu'il a eu. Et je pense que pendant un bout de temps, il l'a eu. Je suis plus sûr qu'il l'a autant. Mais je pense que, dans le fond, il faut reconnaître que le système a des problèmes majeurs. Ça, c'est évident. Si on se promenait, comme quand j'étais au ministère, on disait qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Dans ce temps-là, c'était vrai. Mais actuellement, on aurait beaucoup de difficultés. Donc, il faut reconnaître ces éléments. Barrette présente des solutions. La population, enfin, voit quelqu'un qui a des solutions. Qu'il soit vrai ou pas vrai, ces éléments-là. Et deuxième élément, il est déterminé à les appliquer. Donc, le phénomène, plutôt que ce soit un ensemble de compromis, il y a effectivement, et il y a la force pour être capable de le faire. Donc, comment est-ce que tu ébranles ça? Je ne sais pas. Ça, c'est, pour moi, puis je vous l'ai dit, c'est la notion d'évidence, c'est de dire que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Puis le faire ressortir autant sur le plan scientifique qu'en termes d'expérience personnelle. Parce que si c'est vrai, on est ici pour rien, vous êtes d'accord avec moi, là. Donc, mais c'est pas vrai. Donc, ça, c'est l'élément. Un élément, une piste de solution moi, que je trouve intéressante, c'est que actuellement, on essaye de trouver des solutions au système avec les deux fédérations médicales. Puis le ministre négocie avec les deux fédérations médicales, ça fait des années qu'on fait ça. Je pense que cette notion-là va falloir changer. Pourquoi? Parce que ça finit toujours en faveur des médecins et pas toujours en faveur de la population. Là-dessus, j'ai participé à ce qu'ils ont appelé le Club de Rome, qui est le regroupement des praticiens, où là, c'était tous les professionnels de la santé, pas uniquement les médecins, qui échangeaient ensemble. Je pense qu'il va falloir diversifier les forums pour être capable de trouver des solutions et embarquer beaucoup plus dans un élément démocratique, participatif, que le phénomène vraiment uniforme, avec un seul acteur, l'acteur dominant puis l'acteur essentiel. Je ne vais pas nier ça, mais je ne suis pas sûr que ça conduit aux éléments. Donc, pour moi, d'ouvrir le débat à l'ensemble des professionnels de la santé et des services sociaux, c'est une piste de solution excessivement importante, selon moi. On a peut-être une dernière question avant de terminer. Je peux juste compléter peut-être. Moi, je pense que c'est ce qu'on avait proposé. Je pense pas. C'est ce qu'on avait proposé au ministre Barrette quand il est arrivé et qu'il nous a rencontrés, les associations. Il y en avait à ce moment-là plusieurs survivantes. Et il nous avait exposé sommairement le contenu de la loi 10 que nous avons découverte à force de la lire. Mais bon. Et on lui avait dit, mais écoutez, profitez de la table d'experts que nous sommes ici, tous, avec toutes les prises d'angle différentes que nous représentons pour discuter de cette réforme avant que vous déposiez la loi. Ça, il n'y en était évidemment pas question. Moi, je pense que tant qu'il y aura autant de politique, on a rarement vu ça là, dans le réseau de la santé, cette politique qui est omniprésente. On a toujours relevé du volet politique, mais il me semble que cette fois-ci, on la ressent jusqu'au bout des ongles. Et pour recréer l'esprit ou le réflexe d'aller naturellement vers un système de santé à financement public, ça va prendre
beaucoup de concertation parce que la population en général est très contente de ce que M. Barrette fait. C'est comme si... Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience. Moi, à Noël, en 2015, dans ma famille, il y avait des mononcles qui disaient « Ah, enfin, quelqu'un va faire du ménage là-dedans! » Bon. Ça, ce mononcle-là, il représente beaucoup la population. Et je lisais hier, justement, dans le Journal de Montréal, l'indemnité, le coût, le total des indemnités qui ont été versées aux cadres qui ont quitté pour la retraite. Bon, là, ça se tourne autour de 70 millions. Ça peut être beaucoup plus que ça. On n'a pas encore exactement les chiffres, mais au lieu d'avoir l'impact de dire, voyez-vous comment ça n'a pas fonctionné comme le ministre l'avait prédit, la population a viré ça de bord, puis ils se sont dit, c'est encore d'autres qui payent pour leurs vacances. Alors, il y a comme une marge là, sur laquelle on danse, là, qui... Ça demande beaucoup de collaboration. Bonjour. En fait, je voulais remercier les panélistes pour vos présentations. C'est très intéressant. En fait, moi, je me suis intéressée plus à la question de la place du social dans mon dernier travail dirigé. D'ailleurs, c'était M. Lamarche qui était mon directeur de recherche. Et en fait, depuis 1970, le Québec se démarquait beaucoup par ce modèle-là de services sociaux, quand même assez très fort. D'ailleurs, un des seuls systèmes quasiment dans le monde là, qui relie santé et services sociaux. Et dans mon analyse, j'ai regardé la structure puis la gouvernance pour voir si justement le social et les services sociaux étaient bien représentés. Et j'aurais aimé vous dire qu'ils l'étaient, mais malheureusement, la réponse, c'est non. Et justement, je voudrais remercier Isabelle en même temps parce que je crois que ce qui s'est passé justement avec la clinique en soins infirmiers, c'est vraiment de démontrer que cette place du social-là, justement, il y a un grand besoin. Mais malheureusement, dans le réseau actuellement, je pense que de plus en plus, on a de la difficulté à répondre à ce besoin-là. Et je pense que c'est vraiment inspirant des projets comme ceux-là, puis ça démontre qu'en fait, même si je sais que c'est beaucoup d'énergie, que c'est difficile, qu'on peut quand même faire une différence en tant que citoyen. Puis ça, je pense que c'est important de se le réapproprier, ce pouvoir-là. Puis peut-être, en fait, juste simplement dire que moi, c'est ça, je suis très inquiète par rapport à cette place du social-là, puisque les établissements sont tous maintenant fusionnés, qu'il n'y a plus d'associations non plus. Donc, je me demandais, est-ce que justement, on pourrait pas essayer de faire des regroupements pour justement redonner une voix à ces gens-là, parce qu'on parle quand même de gens vulnérables, de gens qui sont des personnes handicapées, des jeunes en difficulté, tout ça, pour vraiment leur redonner une voix, parce que même dans la gouvernance, ils sont représentés seulement à 22% là, dans les cadres supérieurs, et 63% des cadres supérieurs proviennent des agences ou des C3S, donc c'est beaucoup des gens qui étaient déjà là, qui sont de cœur, mais je veux dire, les services sociaux sont quand même très peu représentés. Puis ma dernière chose, en fait, c'est que je viens d'entrer dans le réseau de la santé comme employée maintenant, et je vous dirais que ça a été quand même une grande surprise de voir, justement, je le savais, mais quand on le sent puis qu'on est devant ces gens-là, de sentir vraiment ce dévouement-là et cet engagement-là, mais à la fois un épuisement aussi. Ils en ont vraiment beaucoup sur les épaules. Et moi, la mission toute petite que je me suis donnée, c'est vraiment, ça paraît tout niaiseux, tout simple, mais c'est vraiment de faire une écoute active, puis de les écouter, puis d'essayer juste de les comprendre. Puis ça paraît vraiment banal, là, mais cette semaine, j'ai vraiment senti que ça faisait du bien. Ouais, donc, j'essaie de me redonner des petites choses comme ça pour essayer de faire une petite différence. Puis j'espère qu'à plusieurs, parce que moi, je pense que le collectif, c'est super important, que si on se met plusieurs à faire ça, ben peut-être qu'on réussira à faire un petit changement de plus. Donc, merci, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Un bref mot de la fin? Moi, juste rapidement sur les deux dernières interventions. Je pense, tu sais, à soir, on se rencontre plus pour parler de la structure des problèmes au niveau organisationnel dans le système de santé. Mais il ne faut pas oublier que la santé, en tant que telle, ça va beaucoup plus loin que le ministère de la Santé. Je veux dire, moi, on regarde le débat en ce moment qu'il y a sur le salaire minimum à 15 $ de l'heure. On sait que ça va avoir un impact sur la santé si ça marche. Moi, je suis pour l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est pas une question de partisanerie, mais on sait que ça va avoir un impact sur la santé de la population au Québec. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça, plus dans le social, comme la personne vient juste de dire, qu'on peut... SABZA, je pense, je veux dire, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de patients, parce que les patients organisent presque tous les événements pour défendre SABZA à Québec. C'est vraiment extraordinaire. Mais
on parle des déterminants sociaux de la santé à Sabza. Moi, je pense que c'est une des grandes forces des soins infirmiers aussi, et des infirmières, on est conscient du niveau socio-économique, tous les aspects de nos patients, puis on peut travailler là-dessus, puis on le sait, la recherche est assez claire, c'est aussi clair que le soleil qui se lève à l'est. Tu sais, c'est les déterminants sociaux de la santé, c'est ça qui a le plus gros impact sur la santé des gens. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres initiatives qu'on le sait qui vont avoir un impact. À ça, on parle plus de l'organisation pour permettre aux professionnels d'agir, mais c'est sûr que la santé, c'est bien, bien, bien au-delà de l'organisation seule du système. Moi, je terminerai avec la dernière intervention, là, justement, sur les travailleurs sociaux. C'est ce que d'éducateurs en CLSC, majoritairement, mais on a en centre jeunesse, etc. On parle beaucoup de la place des infirmières dernièrement, mais le social est encore, sinon plus important que les services de soins infirmiers médicaux. Parce que, quand on parle de liens, c'est eux autres qui l'ont. Puis, là, actuellement, les travailleurs sociaux s'en vont dans les GMF. Ils veulent pas y aller. Les médecins, ils veulent pas. Ça part bien. Fait qu'imaginez les patients. Imaginez les gens qui, déjà, vont, dans un CLSC ou dans une organisation, voir un travailleur social, un éducateur. Là, rentrer dans la grosse structure médicale, c'est encore plus demandant pour eux, intimidant. Puis les travailleurs sociaux vont-tu perdre leur autonomie de pratique? On va-tu leur demander de faire un peu du tout-ski alors que les travailleurs sociaux vont développer une expertise en adulte ou enfance, toxicomanie, santé mentale, ils vont le développer avec les années de pratique. Mais là, on va leur demander de faire de tout, puis de répondre à tout. Puis tous les patients tannants là, dans le bureau du médecin là, qui revient tout le temps, ben, on va le chipper à ATS. Occupe-toi-en. Trouve-y une place. Ah ouais, occupe-toi-en, on va domper. Sûrement, ça va être quelque chose comme ça, malheureusement. Puis, tu sais, les infirmières, on a un peu de voix, mais je pense que les TS en ont encore moins, malheureusement. Juste un petit commentaire là-dessus. Avez-vous remarqué que maintenant, on parle de moins en moins du ministère de la Santé et des Services sociaux? On parle du ministère de la Santé? Oui. Le ministre lui-même se présente demain. Ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis excessivement inquiet de ce qui arrive sur le social. Puis je pense que Marie-Joëlle le sait aussi. Très, très, très inquiet. Je me souviens, parce que j'ai commencé ma carrière avec le rapport Castonguay, ou à peu près. Dans le fond, ce qu'on voulait faire quand on a intégré santé et services sociaux, c'était d'intégrer les dimensions sociales de la médecine. On voulait socialiser la médecine. Là, on est en train de médicaliser le social. C'est horrible. C'est un mot de la fin, je pense, difficile à battre. Je remercie encore vraiment du fond du cœur les panélistes. Ça a été excellent. C'est énormément apprécié. Merci à vous d'être venus et je crois beaucoup à ce qu'on peut faire en collectivisant un discours et en s'appropriant des idées. Merci. Bravo.